Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce lundi 23 mai 2002. 2002. Mais le 2002. Et on est revenu en 2002. On est revenu 20 ans arrière. 20 ans en arrière. J'espère que vous allez bien comme vous le sentez sans doute. Je suis presque réveillé. Hein, on va dire. Hein. Bon, j'ai pas du tout des valises à nouveau sous mes yeux. On va espérer que de semaine en semaine, je sois de plus en plus réveillé et non l'inverse. C'est pas forcément une évidence, hein, comme vous l'avez remarqué, mais voilà. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Euh, c'est toujours chouette de vous lire. Bienvenue en 2002. Et oui, on est en 2002, on est quelques mois après le 11 septembre. La bulle Internet a éclaté il n'y a pas si longtemps, donc on a tous voilà, des réflexions à se poser sur... Vous allez voir qu'il y a un lien par rapport à ce dont on va parler relativement rapidement. Mais j'espère que vous allez bien. Il y a Thomas, il y a Gouldo, il y a Pitvi, il y a Vincent, il y a plein de monde, c'est chouette. Je suis très content de vous retrouver ce matin, ce lundi. Démarrer un peu avec vous cette semaine. Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Hein, le lundi matin. Il est possible que j'ai un peu trop traîné hier soir, malgré mes envies de me réveiller ce matin, et que tout soit difficile le lundi matin. J'espère que vous, la semaine démarre bien. Allez, bonsoir, bonjour, voilà. C'est Notoko Gabriel, c'est ton premier message. Et merci Maximex Boob. J'aurais toujours pas compris quel est ton vrai pseudo MXMCSB, mon pauvre ZB. Mais on voit qu'il y a aussi les habitués de chez Kokobé qui sont là ce matin. Bravo à vous, bravo à tous. Bravo à tous. Ouais, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je disais, c'est techniquement le numéro 1 de lundi.dev, parce qu'on a commencé en 0 parce qu'on est des geeks. Donc, c'est l'épisode 1, donc le deuxième épisode de lundi.dev. Comme vous l'avez sans doute compris, on sera ensemble jusqu'à midi. Si vous pouvez, vous, hein, parce que moi je serai là en tout cas. Pour lire la presse dev et tech avec d'anglais, un peu de français. Comme toujours, je fais l'effort de traduire la plupart des articles, en tout cas quand ça a du sens. Donc je les ai traduits en amont. Il y a certains trucs que j'ai pas traduits, on verra entre nous à quel point c'était utile ou pas. Et comme d'habitude, j'en ai préparé beaucoup plus que ce qu'on aura le temps de regarder, donc ça me stresse pas trop, on va dire. Et puis voilà, n'oubliez pas à suivre la chaîne Twitch, ce qui vous permettra d'avoir une petite notif quand je démarre. Parce que j'ai beau essayer de spammer Twitter en disant «Ouais, c'est bientôt», mais voilà, je suis pas encore spécialiste de tout ça. Donc n'hésitez pas à follow, c'est gratos. Et puis voilà. Voilà, on démarre doucement. Vous avez vu, j'ai changé un peu la musique pour ceux qui regardent en live. Elles sont pas sur les replays, mais j'ai mis un peu de SimCity. Voilà. Ça va repasser après sur du Lofi, vous inquiétez pas, mais je trouve que ça met un peu la pêche. Voilà, et oui, j'ai une petite voix, hein, si vous posez la question. Parce que le lundi matin, c'est pas toujours facile non plus. Mais c'était le principe de l'exercice. Moi, j'ai voulu faire ce live le lundi matin pour me forcer à me lever et avoir un peu la pêche en début de semaine. Donc voilà. L'automatisation pour les streams, prochain projet. Alors, si tu parles de l'automatisation de moi en entier, ça serait super. Si tu parles de l'automatisation dans le sens sonore, c'est encore un autre délire. Mais oui, j'aimerais bien un moment qu'on ait un peu de compression plus correcte sur ma voix. Mais on va y arriver. Et merci pour tous vos follow. Du coup, parce que vu que je vous ai poussé à follow, vous followez. Merci beaucoup. Un jour, je mettrai des petites alertes, ça va arriver. Sans doute dès le prochain stream, parce que vous avez vu que chaque stream, il y a de nouveautés. Là, vous avez vu qu'il y avait un joli compteur. C'était très pratique. Et que vous avez le nom des musiques en bas à droite. Je crois que c'était peut-être pas là dès lundi, parce que je crois qu'on a fait un peu de code entre-temps pour ajouter les trucs sur mon overlay. Donc voilà. Allez, mes amis, je vous propose qu'on démarre de maintenant, parce qu'on a eu le temps quand même de papoter. On a eu un joli écran d'attente pendant un certain moment. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier article. Je vais juste diminuer un peu le son parce qu'en fait je me rends compte que c'est un chouïa trop fort pour moi. Hop. On a du VVVV en fond. Et alors qu'on va parler de choses pas très fun, vous allez voir. On va parler de Y Combinator. Salut Richou. On va parler donc de Y Combinator. Y Combinator, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un fonds d'investissement, mais c'est aussi un incubateur. Ça fait plein de choses.
vraiment présent dans la Silicon Valley depuis quasiment 20 ans maintenant. Je vais aller sur le site de Y Combinator pour que vous voyez, parce que moi je vais souvent sur leur sorte de Reddit interne, interne-externe, parce que c'est accessible à tous, dans lequel je pioche beaucoup de mes informations. Donc Y Combinator, c'est quand même pas rien, puisque ils ont financé des petites boîtes comme Airbnb, petite boîte, bon Stripe qui est énorme dans le monde, mais que vous connaissez pas forcément. Dropbox, voilà, mon GitLab, Twitch par exemple, hein. C'est vrai que Twitch a été incubé chez Y Combinator. Des petites boîtes, vraiment, hein. Il y en a d'autres qu'on connaît moins ou qu'on connaît que quand on est dans le milieu. Bref, deux, trois trucs qui ont été créés quand même chez Y Combinator. Donc, vraiment, pas mal, quoi. Ils ont fait deux, trois trucs voilà, bien présents. C'est un peu aussi un modèle pour d'autres systèmes qu'on voit un peu partout dans le monde sur comment faire de l'incubation de start-up qui marche, etc. Moi, comme vous le savez, je suis pas un start-up BA, je vois bien les problèmes de ce système-là du capital risque, mais quand même, c'est quelque chose. Alors non, Stripe, ne pas confondre Stripe et Square. Même s'il n'est pas impossible que Square soit passé aussi par Y Combinator, ça j'en sais rien. Non, on parle de Stripe. Stripe, c'est on va dire l'un des principaux PSP, donc principaux Payment Service Provider. Donc, en gros, vous mettez votre carte sur Internet. De la même manière que dans le monde réel, vous avez des fabricants qui fabriquent les lecteurs de cartes bancaires. Quand vous payez en caisse, bah, en fait, il y a l'équivalent, mais sur le numérique. Donc ça, c'est des services qui s'occupent de ça tout le temps. Et typiquement, eh bien, Stripe en est un. Bref, donc, plein de boîtes passent par Y Combinator, mais Y Combinator récemment a remarqué que, on va dire que la situation financière, enfin des marchés financiers, a un peu bougé. Et donc, ils ont envoyé, ils ont envoyé une lettre. Enfin, une lettre. On n'est pas non plus en 2002. Ils ont envoyé un email à tous leurs fondateurs en disant, enfin les fondateurs des startups qu'ils encouragent évidemment, en leur disant, c'est peut-être un petit peu, faire peut-être un peu attention. Donc on va lire ça ensemble. Et n'oubliez pas, continuer à poster des messages. Chaque message dans le chat, ça me redonne un boost, alors que vraiment, le lundi matin, parfois, c'est dur. Donc le titre de cet article de TechCrunch, traduit par mes soins, avec l'aide de DeepL, c'est Y Combinator, donc YC, conseille aux fondateurs de se préparer au pire dans un contexte d'effondrement du marché. Ça annonce un peu la couleur, on est d'accord, un peu compliqué les amis. Y Combinator, l'un des faiseurs de roi de la Silicon Valley, conseille aux fondateurs de son portefeuille de se préparer au pire, alors que les startups du monde entier s'efforcent de faire face à un revirement brutal après 13 ans de hausse. Oui, parce que faut avoir en tête que depuis la crise de 2007-2008, où il y a eu effectivement une baisse, je ne vais pas dire que l'argent coulait à flot, mais l'argent coulait à flot dans le monde des startups. La société d'investissement, dont les premiers soutiens comprennent des investissements dans Dropbox, Coinbase, Airbnb et Reddit. Ah oui, Reddit aussi. Hein. Ils arrivent à trouver quand même quelques pépites dans tout ce qu'ils financent. A suggéré cette semaine aux startups de réduire leurs dépenses et de se concentrer sur l'extension de leur trajectoire financière dans les 30 prochains jours. Pour celles qui n'ont pas la piste pour, je cite, atteindre la survie par défaut, default alive en anglais, Y Combinator suggère fortement qu'elles envisagent de lever des fonds. Si votre plan consiste à lever des fonds dans les 6 à 12 prochains mois, vous risquez de le faire au plus fort de la récession. N'oubliez pas que vos chances de succès sont extrêmement faibles, même si votre entreprise se porte bien. Nous vous recommandons de modifier votre plan. Il faut imaginer qu'en Silicon Valley, il y a historiquement, en tout cas dans les 13 dernières années, enfin, surtout dans les 5-6 dernières années, il y avait plus de demandes de la part des investisseurs que de la part des gens qui avaient besoin d'argent. Ce qui est contre-intuitif. Mais vraiment, les investisseurs se battaient pour pouvoir filer leur thune aux boîtes. Évidemment contre part des boîtes en question, mais vraiment, c'est compliqué. Et j'adore parce que t'as Ominachou effectivement qui dit imagine t'es patron d'une boîte dans le portefeuille de Y Combinator, tu commences ton lundi par cette info. Alors, ils étaient un peu au courant, mais j'avoue que t'es là et tu dis d'accord,
Ok. Bon, bah je vais peut-être pas réussir à lever des fonds. Alors effectivement, un peu compliqué. Vous allez voir, on va lire littéralement leur lettre juste au-dessous. Donc voilà, nous vous recommandons de modifier votre plan, indique le cabinet dans la lettre, intitulé Ralentissement économique. Donc c'est Economic Downturn que j'ai traduit par ralentissement économique. DeepL m'avait recommandé ça, j'ai regardé, j'ai eu crise ou ralentissement. On est à peu près dans les mêmes idées. La note de YC, qui soutient des centaines de jeunes entreprises par an, est un signal que la chute du marché qui a considérablement réduit la valeur d'un grand nombre d'entreprises technologiques, y compris des géants comme Spotify et Netflix, ces dernières semaines, se répercute sur l'univers des jeunes entreprises. C'est pas que les grands groupes, quoi. TechCrunch a obtenu la lettre que YC a envoyée au fondateur de son portefeuille cette semaine. Vous pouvez lire l'email dans son intégralité ci-dessous et c'est ce qu'on va faire. Cher fondateur de YC, au cours de cette semaine, alors les fondateurs de YC, c'est pas ceux qui ont créé YC, c'est ceux qui sont suivis par YC, hein, vous aurez suivi. Donc toutes les startups, etc., qui démarrent, qu'on connaît pas forcément aujourd'hui, mais qu'on était censé connaître dans 5-6 ans comme étant des grandes boîtes, etc. Au cours de cette semaine, nous avons fait des permanences avec un grand nombre d'entreprises de YC. Ils nous ont contactés pour nous demander s'ils devaient modifier leur plan en matière de dépenses, de pistes, d'embauche et de tours de financement en fonction de l'état actuel du marché financier. Donc vous voyez que eux-mêmes le disent, hein, y a quand même plein de monde qui n'ont pas attendu d'avoir leur mail pour se poser des questions. Mais voilà, ils se disent, bon, bah, vu qu'on a eu plein de monde. Ce que nous leur avons dit, c'est que les ralentissements économiques deviennent souvent d'énormes opportunités, le côté très américain positif, pour les fondateurs qui changent rapidement leur état d'esprit, planifient à l'avance et s'assurent de la survie de leur entreprise. Là, vous allez voir. Voici quelques réflexions à prendre en compte lorsque vous faites vos plans. Personne ne peut prédire à quel point l'économie va se dégrader, mais les choses ne s'annoncent pas bien. Rien que ça annonce là. Le plus prudent est de prévoir le pire. Si la situation actuelle est aussi mauvaise que les 2 dernières crises économiques, la meilleure façon de se préparer est de réduire les coûts et d'allonger votre marge de manœuvre dans les 30 prochains jours. Votre objectif est d'arriver à la survie par défaut. Donc là, on s'allie vers un... Alors, Paul Graham est un des mecs de Y Combinator, un des fondateurs, et il a des avis sur tout, dont des avis des fois complètement claqués au sol, mais il en a un notamment sur Default Alive or Default Dead, qui est en gros tout un article sur essayer de faire que par défaut vous soyez vivant et non pas mort. Si vous n'avez pas la marge de manœuvre nécessaire pour atteindre le stade de la survie par défaut, et que vos investisseurs actuels ou de nouveaux investisseurs sont prêts à vous donner plus d'argent dès maintenant, même aux mêmes conditions que celles de votre tour de table, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez perdre des parts de votre entreprise, mais pas non plus trop, et voilà, donc c'est pas forcément extrêmement positif, vous devriez fortement envisager de les accepter. En mode, faites pas les fines bouches les loulous, ça va être compliqué maintenant, peut-être que quand même ça vaut le coup de choper de l'argent. Indépendamment de votre capacité à lever des fonds, il est de votre responsabilité, donc ça c'est un peu remise un peu les pendules à l'heure, il est de votre responsabilité de vous assurer que votre entreprise survivra si vous ne pouvez pas lever des fonds au cours des 24 prochains mois. En gros, faudra pas commencer à râler sur des longs blog posts en mode on n'a pas réussi à lever des thunes. Voilà. Bon, en même temps, ça peut rester légitime de se plaindre qu'on n'a pas réussi à lever des thunes, mais voilà, ils disent bon, là, tout le monde va en chier, quoi. Comprenez que la mauvaise performance des entreprises technologiques sur les marchés financiers a un impact significatif sur les investissements de capital risque, donc le venture capital, les VC. Donc ceux qui donnent de l'argent aux startups, quoi. Enfin, ils les donnent. En contrepartie de parts, évidemment, hein, mais quand c'est au tout début, on est à 2 doigts du don. Hein. C'est jamais du don, mais c'est vraiment un choix de confiance qui est quand même réel, quoi. Les fonds de capital risque auront beaucoup plus de mal à lever leurs capitaux et leurs investisseurs s'attendront à une plus grande discipline en matière d'investissement. Ils sont un peu moins YOLO, quoi. Par conséquent, en période de ralentissement économique, même les fonds de capital risque les plus importants et les plus riches ralentissent leur déploiement de capitaux. Les fonds moins importants cessent souvent d'investir ou disparaissent. Il en résulte une concurrence moindre entre les fonds pour les transactions, ce qui se traduit par des valorisations plus faibles, des tours de table moins importants et beaucoup moins de transactions réalisées. Là encore, comme je vous disais, il y a vraiment un sujet de... Il y avait des flots d'argent qui arrivaient sur la Silicon Valley, donc là c'est un peu en mode genre... calmez-vous, quoi. Calmez-vous, les loulous.
Dans ces situations, les investisseurs préservent également plus de capital pour soutenir les entreprises les plus performantes de leur propre portefeuille, ce qui réduit encore le nombre de nouveaux financements. Bah oui, parce que si tu es un fonds qui a déjà investi 10 millions dans une boîte, et que tu as un porte-monnaie, parce que c'est mis en avant, enfin c'est préparé d'avance, merci 6Jo pour ton follow, euh, on est vraiment sur des fonds qui sont à 10 ans souvent, à 5 à 10 ans. Donc ils investissent pendant 5 ans et ils les gardent pendant 10 ans. Donc il faut imaginer qu'ils vont lever par exemple en amont, ces fonds-là, ils vont je sais pas, lever 100 millions. Donc après ils investissent dans chacune des boîtes. S'ils ont déjà investi 5 millions dans une boîte, et qu'on est en période de récession, ils vont vouloir plutôt investir dans ceux qui ont déjà investi dessous pour s'assurer que ces startups-là meurent pas. C'est pas incohérent. Ce ralentissement aura un impact disproportionné dans les entreprises internationales, les entreprises à fort volume d'actifs, les entreprises à faible marge, les entreprises de hard tech et d'autres entreprises ayant un taux de dépenses élevé et un long délai d'obtention de recettes. Donc voilà, si c'est normalement le truc des startups, c'est qu'on investit dans des choses un peu compliquées ou dans des choses, enfin idéalement évidemment, ou dans des entreprises qui vont pas forcément rapporter tout de suite, mais qui à long terme valent le coup, quoi. Merci Jonathan pour ton follow. Les startups ne sont plus en position de force parce que les investisseurs ne veulent plus leur jeter de l'argent à la gueule. C'est ça, Noan, en gros. Alors, un truc en italique dans la version originale, donc en emphase dans la version originale, que je trouve assez incroyable, et qui est dans le mail, hein, et qui est dans le mail en italique aussi. Notez que le nombre de réunions que les investisseurs prennent ne diminue pas proportionnellement à la réduction d'investissement total. Ça veut dire, c'est pas parce que ils vont moins investir qu'ils vont moins vous dire hey, on prend un café, on discute, ah ça m'intéresse. Ça c'est un truc à savoir quand même, c'est que les investisseurs peuvent te tenir la jambe en mode genre ah ouais ça peut être super, et finalement pas te verser une seule thune. Et donc ça c'est un truc à avoir en tête, toujours, c'est à quel point voilà, il y a une grosse différence entre les deux. Donc il le rappelle parce que pour tous ceux qui avaient l'habitude de se faire courtiser par les fonds d'investissement et avoir les thunes, c'est bien de le rappeler. Donc comme ils le disent, voilà, il est facile de se laisser berner en pensant qu'un fonds investit activement alors que ce n'est pas le cas. Et justement, ils en parlent des nouveaux des fondateurs qui sont arrivés durant les 5-6 dernières années, avec qui tout se passait bien. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui ont créé leur entreprise au cours des 5 dernières années, remettez en question ce que vous pensez être un environnement normal de collecte de fonds. J'aurais dû mettre levée de fonds, là j'ai gardé collecte de fonds, mais c'est des levées de fonds évidemment. Votre expérience en matière de levée de fonds n'était probablement pas la norme, et les futures levées de fonds seront beaucoup plus difficiles. Oui Arthur, t'as raison, même la Startup Nation devrait commencer à changer leurs attentes, et merci pour ton follow. Si vous êtes après la série A et avant le Product Market Fit, alors on va prendre 3 secondes. Donc la série A, c'est la première grosse levée. Donc, normalement, vous avez la seed. Bon, il y a des gens qui font des pré-seed. Donc la seed qui est un peu... on te donne de l'argent littéralement sur un PowerPoint, quoi. Et la série A, c'est... t'as déjà réussi à avoir les premiers clients et tout. Et là, c'est la première levée de fonds pour y aller, voilà, de manière très forte. Et trouver ton point parfait qui correspond avec ce que tu as dans ton marché. Et là, ta boîte va exploser en termes de vente. Et donc ça, c'est le Product Market Fit. Donc là, il dit, si vous avez déjà levé votre première belle levée de fonds, mais que vous êtes avant ce Product Market Fit, ils disent, n'attendez pas un nouveau tour de table tant que vous n'avez pas votre Product Market Fit. Donc le moment où vous allez exploser en termes de trouver vos clients et trouver vos ventes. Si vous êtes pré-série A, les objectifs intermédiaires de la série A que nous publions chez nous pourraient même s'avérer un peu trop bas. Donc en gros, avant, on arrivait à avoir une série A, donc la première grosse levée, même en ayant des chiffres pas forcément parfaits. Et là, ils disent, va falloir un peu plus se bouger, parce que là, ils vont vraiment avoir du mal à vous filer des thunes. N'oubliez pas que le nombre de vos concurrents... Alors, ça c'est intéressant quand même, c'est le côté positif quand même de la lettre. N'oubliez pas que nombre de vos concurrents ne planifient pas bien, maintiennent un taux de dépenses élevé et ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la dèche. Alors j'ai gardé son dans la dèche parce que c'est screwed en anglais, donc c'est ça. Donc qu'ils sont dans la dèche que lorsqu'ils tentent de lever leur prochain tour de table. En cas de ralentissement économique, vous pouvez souvent gagner des parts de marché importantes en restant simplement en vie. C'est-à-dire juste ta boîte continue d'exister, par rapport à une boîte qui coule, c'est pas mal. Ce qui est un peu contre-intuitif aussi, parce que souvent les startups ils disent allez, il faut dépenser, il faut aller loin, il faut grossir, etc. Là ils sont un peu en mode genre juste déjà essayer de rester vivant. C'est déjà pas mal quand c'est la merde de manière économique. Et enfin, il donne un lien vers
une vidéo, puisqu'évidemment ils sont du genre à faire des tutoriels. J'ai écrit suivez, donc c'est évidemment sauver votre startup pendant un ralentissement économique. Bien à vous, ici. Et il y a un PS que je trouve très cool. Le PS très cool, voilà. Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pensez pas que ce message s'applique à votre entreprise, ou si vous avez besoin que quelqu'un vous le dise en personne pour y croire, veuillez réévaluer vos convictions tous les mois pour vous assurer que vous ne conduisez pas votre entreprise au bord du gouffre. C'est vraiment genre, tu penses que ce mail ne te concerne pas ? Eh ben justement, pense que ce mail te concerne. J'aime bien cette manière de voir les choses, en mode genre... Ouais, c'est un peu contraire... Enfin, on s'attend pas à ça forcément d'un truc américain, c'est genre... c'est la merde. N'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours vous adresser aux partenaires de votre groupe, qui indique la lettre. Donc, si vous pensez que ça ne vous concerne pas, parlez un peu avec d'autres entrepreneurs et posez-vous des questions. Et en fait, c'est le PS, je trouve, qui est vraiment cool, parce que même dans un monde de la Startup Nation, enfin, nous en France, on a un peu ça, mais aux États-Unis, c'est démultiplié. Il y a un petit côté genre, pensez que ça vous concerne. Parce qu'en vrai, ça vous concerne. Donc voilà. Donc comme vous avez vu, je parle pas forcément de start-up tout le temps, à chaque fois, etc. Mais voilà, oui, Marcius a bien résumé. PS, tu penses être plus fort que les autres ? Arrête. Il y a un peu de ça. Mais justement, je trouve ça sain parce que... Ouais, dans un monde qui est toujours à imaginer que la croissance est infinie, tout est formidable, etc. etc. De rappeler un peu que, ouais, des fois c'est compliqué. Voilà. Ça faisait 13 ans qu'il n'y avait pas eu vraiment de gros impacts. Bon, il y avait eu un peu des secousses quand il y avait eu WeWork qui avait raté son IPO. Donc ça s'en arrivait en bourse. Là, il y a 2-3, ça va être déjà un peu secoué. Mais là, vraiment, bon, c'est pas la même chose. Là, on a vraiment une grosse réduction des valorisations boursières de beaucoup des grosses boîtes. Donc voilà. Merci Cyril pour ton follow. Cyrilo, pardon. Donc voilà. Donc premier article. Je vous colle évidemment le lien dans le chat de la traduction. Évidemment, depuis ce lien, vous pouvez trouver le lien de TechCrunch en cliquant en haut. Donc voilà, ça c'était le premier article traduit. Et maintenant, on va passer sur un petit truc rigolo pour changer un peu de registre. On avait parlé la dernière fois, vous savez, de DeepMind et de capacité des intelligences artificielles à faire de plus en plus de choses. Et on avait vu notamment que les intelligences artificielles, enfin les modèles d'intelligence artificielle évidemment, donc de deep learning et autres machine learning, étaient capables de résoudre des tâches un peu, comment dire, j'allais pas dire abstraites, mais un peu génériques. Et vous n'entendez pas la musique. Ah mais si vous me le dites pas aussi, c'est bien que hop, voilà. N'oubliez pas, si vous êtes sur le replay, c'est normal que vous n'entendez pas la musique puisqu'elle est coupée sur les replays. Voilà. Vivement l'IA qui génère les IA, quand on en arrivera là, globalement, on sera au niveau de la singularité. Salut Camille, salut Expert Moelleux. Donc justement, on va lire un petit thread Twitter. Allez, on va lire les threads. Ah, on est des youtubeurs, on lit des threads. On va lire un thread Twitter ensemble parce que c'est assez marrant. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus YouTube permet de traduire. Alors pas Twitter permet de traduire de manière pas forcément parfaite. Malgré le fait que ce soit traduit par Google, bon, des fois c'est pas formidable, mais ça me permet d'avoir suffisamment pour pas trop réfléchir quand je traduis en direct. Donc il y a notamment GPT-3. Alors GPT-3, on en a beaucoup entendu parler il y a quelques mois, même bientôt un an, hein, je crois. Parce que c'est l'un des plus gros, systèmes intégrés de génération de texte. Donc en gros, tu lui donnes un prompt et il te répond. Et en fait, voilà, justement. Donc Peter Willinder, qui bosse chez OpenAI, donc qui crée GPT-3, donc il a évidemment un conflit d'intérêt, nous parle de ça. GPT-3 qui est toujours pas accessible au public, on rappelle, hein, il faut faire une demande, etc. pour y avoir accès, c'est pas en accès libre. GPT-3 est incroyable pour les tâches complexes telles que l'écriture créative et la synthèse, mais il est notamment mauvais pour inverser les mots. La raison est que GPT-3 ne voit pas le monde comme les humains, comme nous les humains. Si vous lui apprenez à raisonner, il peut contourner ses limites pour devenir vraiment bon. Alors regardez, c'est marrant. Donc on lui donne
Donc ça, c'est ce qu'on lui donne. On lui donne tout jusqu'au moment où c'est écrit en vert. En vert, c'est lui qui complète. Donc, retourne les mots suivants. Donc lui, on dit, regarde, si on te donne le mot alphabet, tu dois lui donner plat. Si on te donne encyclopédia, donne. Et alors, ça ressemble, mais ça marche pas. Regardez, c'est écrit Eidenok. Ah bah, il n'y a pas de N là, donc ça marche pas. Noxopele. Non, en fait, non, ça marche pas du tout. Et j'adore voir les IA qui se plantent. Tu sais, il y a des gens qui se marrent beaucoup à regarder des gamins qui se pètent la gueule. Moi aussi, ça me fait rire. Moi, c'est vraiment les IA qui se plantent qui me font parfois hurler de rire, parce que des fois, ça donne vraiment des résultats marrants. Hanoan. Ouais, Peter, ouais. Non, mais lui aussi a 3 ans. Ça qui est bien, Hanoan. Tu peux te dire que, globalement, les IA ont des fois des intelligences vraiment limitées, qui ressemblent un peu à nos gamins. Alors, la première raison qui fait que GPT-3 est mauvaise... Attendez, j'ai une traduction. La première raison pour laquelle GPT-3 est mauvais pour inverser les mots est due à la tokenisation, donc le fait de transformer le contenu en jetons. Il ne voit pas les lettres et les mots comme nous, les humains. Au lieu de ça, il voit des tokens. Donc les tokens, c'est des jetons. Ah, mais il le décrit pour moi, c'est formidable. Les jetons, donc les tokens, sont des morceaux de caractères. Je suis pas d'accord. C'est des ensembles de caractères. Par exemple, le mot alphabet est divisé en jetons alph et abet. Les mots courts et courants comme le sont un seul token. On peut faire que GPT-3 voit les lettres en ajoutant des espaces entre chacun. Et ensuite, chaque lettre devient son propre jeton, A, L, etc. Donc là, c'est ce qu'il montre. Donc, on n'oublie pas en vert, c'est ce que répond l'intelligence artificielle. Enfin, le moteur de l'intelligence artificielle. J'aurais pas dire intelligence artificielle parce qu'on n'en est pas encore au stade où on parle vraiment d'intelligence artificielle, mais vous avez compris. Donc là, par exemple, on rajoute des espaces entre chaque lettre dans le mot alphabet, c'est ce qu'on lui demande. Et donc il le fait. Vous avez vu, il y arrive. Donc il met A, espace L, espace P, espace H, espace A, espace B, espace E, espace T. Et alors, ce qui est marrant, c'est que même si on a espacé chacune des lettres, qu'on lui demande de retourner, et ben GPT-3 a du mal, parce que GPT-3 a du mal à se souvenir de séquences longues. Je dis, il a un peu de mal quand même. Il est un peu vieux, il est un peu un pépé. Ouais, j'ai plus compris. Donc là, par exemple, on lui donne un exemple. Donc voilà, tu prends un mot, alphabet, tu rajoutes des espaces et tu le retournes. Ensuite, on lui dit, voici un autre mot, encyclopédia. Il met les espaces, ça c'est cool. Mais alors, reverse, là, il le fait commencer par un N, E. Ça ressemble, hein, genre une encyclopédia, mais c'est pas bon. C'est genre au début, il est un peu bourré. Enfin, à la fin, il est un peu bourré, vous avez vu. Bon, alors. Ce qu'on fait, c'est que... Regardez, c'est marrant. On va associer un chiffre, enfin, donc dans l'ordre, à chacune des lettres. Et on va lui dire, tu retournes maintenant les nombres et les lettres, enfin les chiffres et les lettres, t'enlèves les chiffres, et normalement, t'as le bon résultat. Donc on lui explique vraiment à la main, on le prend par la main, on lui dit, vas-y, fais ça. On lui donne le mot, et après, lui, il nous redonne le raisonnement. Il est intelligent, il redonne bien le raisonnement, etc. Donc il dit raisonnement, alors j'ajoute des espaces, voilà. J'ajoute les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Ensuite, j'inverse, 12, 11, 12, 13, 14. Ensuite, j'enlève les nombres, donc là, on est bon, regardez, encyclopédia. Et maintenant, j'enlève les espaces, et là, regardez, c'est trop drôle. Genre, il arrive à le faire en enlevant les numéros, donc là il est bon, mais par contre, à la fin, quand tu dois tout remettre ensemble, hop, il se replante et il met Ed Pauline Ced au lieu de encyclopédia à la fin. Quoi. Moi j'aurais déjà pété des câbles. Pas loin, mais à la fin, quand il faut supprimer les espaces, la tokenisation revient avec ses petites mains, clac, ça tout explose. Alors, GPT-3 a du mal à enlever les espaces et à rassembler ensemble les tokens. On peut réussir à le faire correctement en lui faisant rassembler lentement les lettres ensemble. C'est-à-dire, en gros, pas chacune des lettres d'un coup, mais en faisant genre al, f, a, b. Et du coup, ça devient alpha, ab, enfin alpha, ab, puis ensuite alphabet. Et là, normalement, ça devrait réussir. Et là, regardez, ça marche en rajoutant un autre truc. C'est merge the letters in group of two.
Donc T, bas, H, là, T, bas, H, là, T, là, alphabet. Et là, on lui demande de refaire la même chose. Et là, il y arrive entièrement. Et il arrive jusqu'au bout. Voilà. Alors, c'est un peu fou. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, donc c'est un peu compliqué. Alors, lui, il fait la comparaison en disant, mais regarde, nous, quand on apprend, quand on a du mal, typiquement, à faire des additions compliquées, ben, on sépare aussi. Regardez, on est comme les humains. Ouais, certes, mais bon, c'est quand même, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, quand même. Putain, j'ai des cheveux, excusez-moi. Je me rends compte que j'ai trop de cheveux en ce moment. Hop là, voilà. Euh, donc, effectivement, nous, on décompose des additions, ce qui est pas faux. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font effectivement pour résoudre des problèmes mathématiques. C'est que, alors GPT-3 qui est un truc qui génère du texte, forcément des fois les maths c'est pas son fort. Et du coup, par contre, quand il découpe, ben, la génération de texte arrive à avoir un raisonnement, ce qui est assez fou et assez perturbant d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'est assez marrant quand même de voir que, voilà, en découpant les mots, on est capable de faire qu'une intelligence artificielle les retourne. En vrai, c'est bluffant, hein. Moi, je trouve ça bluffant. Voilà, c'était assez fou. Je voulais vous montrer quand même ce truc-là. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à en parler dans le chat. Non, mais en vrai, je suis assez curieux de savoir. Alors, il y a Arthur qui nous envoie un lien sur un centre technologique qui refuse d'appeler intelligence artificielle comme terme, préfère des termes plus précis dans ses communications. Je pense que en vrai, c'est un vrai sujet de fond de savoir. Attends, je prends ton lien. Comment on va faire. Il faudrait que je. Ouais, j'aurais peut-être pas traduit celui-là. Mais c'est intéressant en vrai de se poser cette question de à partir de quel moment on parle d'intelligence artificielle. Mieux vaut être plus précis pour éviter que tout le monde pense que c'est la même chose. Et notamment qu'on fasse passer des décisions très arbitraires liées à nos modèles par des termes comme intelligence artificielle qui en fait qui serait un peu trop qui donnerait un peu trop de responsabilité à la machine, là où en fait elle est aussi liée aux personnes qui les programment, ces machines. Mais intéressant. Intéressant. C'est des questions complexes, hein, de toute façon, ces questions-là. Mais ce qui n'empêche pas de nous les poser. J'en profite parce que je vois que le truc est ouvert. Hein, je n'ai pas pensé à ça à la base, mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver. Ça fait un peu. Ça fait un peu. Oh là là. N'oubliez pas. Hein, mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens de ce dont on parle sur lundi.dev. Parce que ça s'appelle lundi.dev, mais il y a littéralement un site qui s'appelle lundi.dev. Hein. Donc vous pouvez retrouver tous les liens dès l'après-midi qui suit le lundi matin où on fait l'émission. Voilà. Et il y a évidemment le replay avec des chapitres. Les chapitres n'arrivent pas forcément tout de suite, ils arrivent souvent le lendemain, mais il y a des chapitres aussi. Ah, Pitv nous parle d'une vidéo YouTube où le gars fait faire son menu entrée plat dessert par une IA. D'accord, avec des recettes qui étaient super cool et plutôt originales. D'accord, marrant. Voilà, il y a plein de, il y a plein d'idées, je trouve rigolotes et intéressantes à faire avec l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Après, des fois, il y a des trucs extrêmement flippants. On est un peu dans une certaine uncanny valley. Allez, on va parler un peu dev. Euh, Vous connaissez Rust? Est-ce que vous connaissez Rust? Tiens. Je vais aller sur le site de Rust. Donc c'est Rustlang, je crois. Rustlang.org. Vous connaissez sans doute Rust. C'est nouveau, ça vient de sortir. Oh. Salut Tompus. Bon, en vrai, c'est pas nouveau. Hein. Mais Rust est un langage assez intéressant, créé par Mozilla, par des gens chez Mozilla, parce que, entre autres, pour la faire simple, parmi les réflexions qu'ils avaient le fait qu'ils utilisaient beaucoup C++, et qu'ils en avaient marre de pas mal de fuites mémoire qu'ils avaient, et ils avaient beaucoup de réflexions, ils se posaient beaucoup de questions sur comment ils pouvaient essayer de nouvelles choses pour éviter pas mal de problèmes de performance et de garantie liées à la mémoire. Et oui, vrai sujet qu'Arthur souligne, c'est le fait que Rust commence à intéresser plein de gens sur la blockchain, donc c'est apparemment un enfer à partir du moment où tu indiques que tu as fait du Rust dans ta vie. Tu te fais vite alpaguer par des vendeurs de
enfin, de scandale, quoi, globalement, des gens de la blockchain. Et du coup, Rust est assez intéressant, mais ce qui est bien, c'est que Rust est un langage relativement jeune, et même si ça va faire bientôt 10 ans que Rust existe, je pense. Je sais pas quand est-ce que Rust Wikipédia. Rust a été créé quand? Ouais, en 2010, voilà. 2010, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Après, c'est un peu plus récent que maintenant que Rust est devenu véritablement... Alors, première version en 2006? Ah oui, d'accord. Mais bon, globalement, voilà, à peu près 2010, à peu près 15 ans. Thomas qui parle évidemment d'Haskell, mais donc Rust est quand même un langage relativement avancé, avec plein de fonctionnalités intéressantes, plein de concepts rigolos, et un truc qui est assez AE, qui est le borrow checker, donc en gros une gestion de la mémoire, où on a certaines garanties qui sont portées directement par le langage, sans forcément aller du côté du pur fonctionnel, comme on peut le trouver chez Haskell. C'est assez intéressant. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est que Rust est un langage qui est toujours mis à jour. Alors vous allez me dire, tous les langages sont toujours mis à jour. Déjà, pas tous, il y en a qui sont vraiment franchement morts, mais c'est un langage assez récent et dans l'histoire des langages. Et donc, on a souvent régulièrement des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles choses qui sont ajoutées au langage. Et notamment, d'où le fait que ça reboucle, il y a une nouvelle version de Rust qui est sortie. Et je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne occasion un peu de parler de Rust et un peu de parler des nouveautés qu'il y a dans Rust. J'ai traduit l'article, mais en fait, en le traduisant, je me dis, il y a peut-être vraiment une version française officielle du blog. Bon, j'ai fait une traduction moi-même. Donc on va lire ça rapidement, on va lire un changelog, une fois n'est pas coutume, et on va voir ce que ça va donner. Merci Tom pour ton follow. Voici Rust 1.61. L'équipe Rust est heureuse d'annoncer une nouvelle version de Rust 1.61. Rust, alors ça c'est bien, c'est sur les projets qui sont bien faits, c'est qu'ils rappellent toujours en une ligne qu'est-ce que c'est que Rust pour les gens qui tomberaient par hasard dessus. Donc Rust est un langage de programmation qui permet à chacun de construire des logiciels fiables et efficaces. Si vous aviez une version précédente, vous pouvez évidemment la mettre à jour en faisant Rust-up update stable. Donc je passe un peu, vous pouvez obtenir Rust-up, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un truc tout bête qu'il n'y avait pas dans Rust, c'est pour ça que je voulais aussi en parler. Dans Rust, enfin dans beaucoup de langages, le résultat de la fonction main, enfin de ton point d'entrée, correspond au code de sortie de ton programme. Parce qu'il faut savoir que les programmes, si vous ne le savez pas, les exécutables, dans la plupart des systèmes, quand ils se terminent avec un code. Souvent c'est 0, qui veut dire tout s'est bien passé, mais il y a également d'autres codes qui peuvent être envoyés. Normalement tout ce qui n'est pas 0 montre une erreur, c'est en tout cas comme ça qu'est le standard Unix, mais chaque code peut correspondre à un code d'erreur à soi, et donc ça peut permettre de gérer ces cas-là sous forme, auprès de script bash, etc. Donc tu peux comme ça choper immédiatement que le résultat du programme a eu un problème, par exemple, que le programme a eu un problème, qu'un fichier manque, etc. Et en fait, avant, dans Rust, on pouvait le faire, mais il fallait utiliser process exit. Donc il fallait en fait appeler une fonction qui allait arrêter le programme. C'était pas simplement quand la fonction de démarrage se terminait, quoi. Son point d'entrée se terminait. Alors qu'en C, en fait, c'est le return qu'on fait de cette fonction qui correspond à ce résultat-là. Et donc maintenant, donc voilà, ce qu'ils disent. À l'origine, les fonctions main ne renvoyaient que le type unitaire rien. C'est unit. Implicitement ou explicitement, indiquant toujours le succès dans le statut de sortie, et si vous vouliez dire autre chose, vous deviez appeler process exit avec le code. À partir de Rust 1.26, main peut retourner result, où OK se traduit par exit success, de C, et err à exit failure, avec également une impression de débugage de l'erreur. Donc, result, c'est un peu comme either dans Haskell par exemple ou dans d'autres langages. C'est-à-dire en gros c'est un type de résultat qui contient soit tout s'est bien passé avec un résultat à l'intérieur, soit une erreur. Donc en fait voilà, c'est un enum qui contient ces deux-là.
Sous le capot, ces types de retours alternatifs ont été unifiés par un trait termination qui était instable, auquel vous ne pouvez pas manipuler. Et maintenant, dans cette version, à partir de la 1.61, parce que là on parlait de 1.26, la 1.61, maintenant il y a un trait termination qui est stable, et un type exit code plus général qui englobe les types d'erreurs spécifiques à la plateforme, les types de retour en tout cas. Ce type possède des constantes success et failure, et implémente également from U8 pour des valeurs plus arbitraires. Donc si tu veux renvoyer 64, tu peux renvoyer 64. Le trait termination peut également être implémenté à partir, pour vos propres types, vous permettant de personnaliser tout type de rapport avant de le convertir en exit code. Donc là, il donne un exemple avec un git bisect run. Et vous voyez le main là, il renvoie un git bisect result. C'est marrant, c'est-à-dire ta fonction de point d'entrée, elle retourne un git bisect result. Parce qu'en fait, main peut retourner n'importe quoi qui implémente termination. Voilà. Alors, Arthur nous dit, je conseille très fortement Rust with too many link chain. Ouais, même si bon, faut arrêter avec les listes chaînées. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Il faudrait que je ressorte un jour le blog post qui parle de. C'est tout un blog post pour dire, bon, en fait, il faudrait peut-être qu'on se calme avec les listes chaînées. Peut-être arrêter de le faire comme étant un exemple à chaque fois. Parce que c'est peut-être pas forcément très pertinent. Mais oui, et du coup, ça parle de plein de choses. Merci CryptoBeastie. C'est drôle parce qu'on parlait de crypto tout à l'heure. D'avoir followé la chaîne. Donc là, par exemple, donc on a un retour git bisect result. Et du coup, si il y a une panique, etc. Enfin, en gros, imaginons qu'ici on fait le boulot. Et si ça panique, on renvoie git bisect result abort, qui est censé être un 255 dans un script de git bisect. Et donc voilà, donc on retourne ça au lieu de retourner un 255. Et donc git bisect abort, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ça va appeler sur ce truc-là, sur ces valeurs de enum, puisqu'on a termination for git bisect result. Donc il va arriver là-dessus, il va dire abort, ok, donc abort est un git bisect result sur lequel je peux apply le trait, l'interface, hein, pour faire simple, ça ressemble à une interface, c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Termination. Et donc l'interface c'est termination, et l'implémentation du coup c'est la fonction report. Et donc ça doit retourner un exit code par contre, pour que cette interface soit implémentée. Et du coup il dit je prends simplement ma valeur quoi. Donc voilà. Ok Arthur, c'est bien parce que on en fait beaucoup de choses avec les listes chaînées. Alors, on peut aussi faire plus de choses avec les constfn. Alors, moi je serais intéressé, si quelqu'un dans le chat est capable de m'expliquer ce que c'est que les constfn. Sinon, on va lire rapidement ce que c'est qu'une constfn. Alors, je crois qu'il y a une version française du livre. Livre Rust français. Le list Rust officiel français. Voilà. Et on est dans le chapitre 17. Ah non, il est pas à jour. Ah non. Bon, alors je vais le lire rapidement, histoire de comprendre. J'aurais dû le lire avant, mais bon, en même temps, je découvre en même temps que vous. En gros, une fonction const, c'est une fonction qui peut être appelée dans un contexte const. Allez, à bientôt. Abonne-toi à la chaîne. Donc, c'est une fonction qui peut être appelée depuis un contexte. Ça donne du const. Ah, voilà, ça permet de les exécuter. Attends, tu dis, ça peut les exécuter. Ouais, c'est comme les constex. D'accord, donc c'est des fonctions qui peuvent être appelées par le compilateur durant la compilation. Donc en gros, vu qu'on sait que c'est constant, donc que ce sera toujours la même chose, constant, on peut l'exécuter directement au moment de la compilation, ce qui évite d'exécuter le code ensuite quand on exécute l'exécutable. Le résultat va être directement stocké. Et donc c'est comme les constex de C++ et comme les comptime, je crois, de Zig par exemple. Et donc voilà, il donne l'exemple, usize, qui correspond à la taille d'un pointeur, sur un système 32 bits, ça va retourner 32. Et donc il n'y a pas besoin de calculer, puisqu'on va compiler le binaire pour du 32 bits, donc on sait que ce sera 32. Et de la même manière, 64 sur 64 bits. Ça peut marcher aussi avec les systèmes d'exploitation, si tu fais un
une compilation pour Mac OS, par exemple, tu peux te dire, en fait, je sais que ça va être Mac OS, donc j'ai pas besoin de le calculer quand je vais l'exécuter dessus. Et donc maintenant, il y a plus de choses qu'on peut faire dans les constfn, notamment manipuler et caster des pointeurs de fonction dans un constfn. C'est-à-dire qu'il aura fait ce qu'il faut pour savoir où elles sont. Tu peux pas les exécuter, parce que tu restes quand même dans un contexte de compilation, mais tu peux avoir accès à leurs adresses. Pour faire, par exemple, ils disent par exemple des tables de fonctions de compilation. On peut faire des traits qui ont des bounds, donc notamment copie. J'avoue que là, ça sort un peu de mon domaine d'expertise. Et ça peut avoir des types traits également. En gros, on peut faire plus de choses directement au moment de la compilation maintenant. Au moment du link, on sait où elles sont. Tout à fait, Tompus. Et là, je passe un peu plus vite parce que en vrai, je sais pas vous, mais moi je suis pas forcément le plus serein sur certaines fonctionnalités précises des langages. J'aime bien voir à chaque fois qu'est-ce qui est nouveau et simple, mais bon, des fois on peut pas tout connaître. Et notamment là, ils ont corrigé un truc qui est notable, c'est que stdin, stdout, stdr, donc standard input, standard output et standard er. Donc vous savez, c'est ces flux qui sont standardisés sur quasiment tous les systèmes, je crois. Où en gros vous avez le flux d'entrée, le flux de sortie et le flux de sortie d'erreur. Le flux de sortie principal et le flux de sortie d'erreur. Ces trois flux ont un lock dans Rust qui te permettent d'éviter que deux threads écrivent en même temps sur la sortie standard. Ce qui ferait en fait une lettre de chaque, enfin ça a plein de risques. Donc normalement pour écrire dessus, tu prends le lock et après tu manipules ton output. Et en fait, avant, quand tu faisais lock, il y avait ce qu'on appelle une lifetime en Rust. Donc c'est la durée de vie d'une variable, enfin d'un binding, où en gros on sait que ça... Comment dire ? Le langage sait que durant tout ce temps-là, par exemple là, on voit std io stdout, donc en gros tu prends la sortie standard. On sait qu'à partir du moment où tu la prends, il faut pas qu'il y ait un autre thread ou un autre bout de code qui puisse le prendre aussi. Parce qu'on sait que sinon il pourrait écrire en même temps. Donc on fait un lock. Et en fait, il y avait différents problèmes qui se passaient parce que ça faisait qu'elle était liée à la fonction ou au contexte dans lequel il était appelé. Alors que stdout est éternel, dans le sens original de éternel, c'est-à-dire qu'il existait avant et il existera pour le futur. La sortie standard et l'entrée standard et la sortie la sortie d'erreur, parce que c'est pas le programme qui la crée, c'est le système d'exploitation qui le passe au programme qui ensuite peut le manipuler. Et donc maintenant, vu que en fait on lui a donné on leur a donné la durée de vie qui s'appelle statique, qui veut dire en gros existe tout du long de l'existence du programme, pour éviter certains bugs. Enfin pas bugs, mais c'est un truc qui était chiant, qui sont expliqués ici. Une erreur fréquente consistait à essayer d'obtenir un handle et de le verrouiller dans une seule instruction. En fait, si tu faisais ça, en fait, ça t'envoyait chier parce qu'il disait ah non, mais je l'ai pas, je sais pas, etc. T'en avais plus de problème. Donc voilà. Ça, ce qui est intéressant là-dessus, c'est pas le point précis, sauf si vous êtes vraiment des gros utilisateurs de Rust et que vous voyez tout de suite l'intérêt, mais c'est aussi de montrer que Rust continue d'améliorer son ergonomie. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui continuent de s'améliorer parce que c'était frustrant pour les gens et ça apportait pas grand-chose. Donc on essaie d'améliorer les problèmes. Enfin, d'améliorer les points pour éviter les problèmes. Ça, je trouve ça chouette. Et donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées à certaines API, donc voilà, ou qui sont stabilisées souvent, parce que Rust n'hésite pas à rajouter des fonctionnalités en les marquant comme pas stables, c'est-à-dire que tu peux les utiliser et tout, hein. En vrai dans les faits ça va pas faire cracher ton app, mais t'es pas garanti que dans l'avenir le langage va pas enlever une fonctionnalité, tant qu'elle est considérée comme instable. À partir du moment où elle est stable, il s'engage à les garder sur le long terme. Et donc là, c'est toutes ces fonctionnalités-là qui arrivent dans les fonctionnalités stables, quoi. Et donc ces fonctions-là qui deviennent const, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent être appelées également par des fonctions qui sont exécutées durant la compilation. Donc voilà. Donc c'est assez chouette quand même. Et évidemment, il y a des améliorations dans Cargo et Clippy, donc qui sont les utilitaires qui sont fournis avec Rust et qui sont très importants parce que c'est ce qui permet notamment facilement de compiler Cargo
de compiler et de gérer les dépendances. Et Clippy, c'est un linter, donc vous savez, c'est ces programmes qu'on exécute pour que justement on nous souligne que telle chose ou telle chose est pertinente ou non. Donc voilà. Voilà, je pense que je vais toujours essayer de vous montrer les changelogs de fonctionnalités. Salut Gaspard. De vous montrer les changelogs de programmes ou de langages, etc. Pour qu'on se tienne un peu à jour et que vous voyez ce qui se passe un peu partout, même si c'est pas forcément votre ère d'expertise. La dernière fois d'ailleurs, je voulais vous parler de PHP, puis on n'a pas eu l'occasion, mais je pense que je vous parlerai de PHP à l'occasion. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent du côté de PHP. On va revenir à l'actualité américaine, une fois n'est pas coutume. J'ai trouvé un autre article de TechCrunch que je trouvais intéressant cette semaine. Qui est lié à comment, donc là c'est un peu plus société, tech, la sociétaire. Je sais, vous avez vu d'alterner plus ou moins entre des actus de société et des actus plus tech. Et en fait, vous avez peut-être suivi, mais il y avait eu, je ne vais pas dire des scandales, mais quelques moments un peu gênants où la justice américaine s'était un peu acharnée, ou a simplement fait son travail, selon comment vous le voyez, à s'acharner contre des hackers qui voulaient faire plutôt le bien, c'est-à-dire qui voulaient souligner des problèmes de des problèmes de failles de sécurité, etc. Et c'est un peu frustrant du coup parce que ils ont des risques de peine de prison, etc. alors qu'ils font entre guillemets leur travail. Donc on était donc sur TechCrunch. Le ministère de la Justice annonce qu'il ne poursuivra plus les pirates informatiques de bonne foi au titre de la CFAA. Et salut Maëlig. Donc, lisons tranquillement cet article, pour essayer de revenir sur des bases saines. Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi qu'il n'engagerait pas de poursuite au titre des lois fédérales sur le piratage informatique contre les chercheurs en sécurité et les pirates informatiques qui agissent de bonne foi. Pour la première fois, la politique prévoit que les recherches de sécurité menées de bonne foi ne doivent pas faire l'objet d'une inculpation au titre de la loi sur la fraude et les abus informatiques, le CFAA. Et c'est là-dessus que ça avait croché. Le Computer Fraud Act, je crois, un truc comme ça. On va juste regarder rapidement. Voilà, le Computer Fraud and Abuse Act. Ce qui consiste en un changement radical par rapport à la politique précédente qui autorisait les procureurs à engager des poursuites fédérales contre les pirates informatiques qui découvrent des failles de sécurité dans le but de contribuer à sécuriser les systèmes exposés ou vulnérables. Ce qui est quand même beaucoup plus sain comme approche que d'envoyer tout de suite la justice, de se saisir à chaque fois. C'était pas très pertinent et pas très productif surtout. Le ministère de la Justice américain a déclaré que les chercheurs de bonne foi sont ceux qui exercent leur activité d'une manière conçue pour éviter tout préjudice aux personnes et au public, Et lorsque les informations sont utilisées principalement pour promouvoir la sécurité et la sûreté d'une catégorie de dispositifs, de machines ou de services en ligne à laquelle appartient l'ordinateur consulté, ou de ceux qui utilisent ces dispositifs, machines ou services en ligne. C'est un peu verbeux, mais vous avez un peu compris, je pense, le principe qui est derrière. La loi sur la fraude et les abus informatiques, donc Computer Fraud and Abuse Act, ou CFAA, a été promulguée en 1986, donc il y a très longtemps, et est antérieure à l'Internet moderne. Cette loi fédérale définit ce qui constitue un piratage informatique, plus précisément un accès non autorisé à un système informatique au niveau fédéral américain. Mais la CFAA est depuis longtemps critiquée pour son langage vague et dépassé, puisque c'était fait avant Internet quand même, qui ne fait guère la différence entre les chercheurs et les pirates informatiques de bonne foi, et les acteurs malveillants qui cherchent à extorquer les entreprises ou des particuliers ou à causer d'autres dommages. L'année dernière, la Cour suprême s'est penchée pour la première fois sur la CFAA depuis l'entrée en vigueur de la loi, et a déterminé pour la première fois ce que signifie précisément l'interprétation de la CFAA de son accès non autorisé au sens de la loi. Et ça, c'était notable, parce que comme on va le voir, elle en a ensuite limité la portée, éliminant de fait toute une catégorie de scénarios hypothétiques, comme la violation de la politique de confidentialité d'un site web, la consultation de résultats sportifs à partir d'un ordinateur professionnel, et plus récemment, le scrapping de pages web publiques. Donc en gros, avant, on pouvait te dire, dans l'interprétation qu'il y avait de la part de certains juristes, « Ah, tu te connectes automatiquement sur mon site ?
Mais moi j'ai indiqué dans mes conditions générales que t'avais pas le droit. Donc c'est un crime selon la CFA. Bah non, enfin juste tu te connectes à un site quoi. Il y a une différence entre s'infiltrer dans un site internet et simplement ne pas respecter à la lettre tout ce que tu indiques dans des conditions d'utilisation. C'est une très grosse différence quoi. Dans le cadre desquels les procureurs fédéraux auraient pu engager des poursuites. Voilà. Aujourd'hui, le ministère de la Justice exclut, bien qu'un an après l'arrêt de la Cour, d'engager des poursuites fédérales pour ce type de scénario et se concentre plutôt sur les cas où des acteurs malveillants s'introduisent délibérément dans un système informatique. Donc Mister Robot, quoi. Ce changement de politique n'est pas une solution législative et pourrait, tout comme le ministère de la Justice qu'il a fait aujourd'hui, changer à l'avenir. Il ne protège pas non plus les pirates informatiques de bonne foi ou toute autre personne accusée de piratage des lois étatiques sur le piratage informatique. Donc en gros, c'est un changement de politique. Donc en gros, normalement, ils vont plus le faire, mais techniquement, dans la loi, c'est pas protégé non plus, quoi. Dans une déclaration, le procureur général adjoint des États-Unis, Lisa Monaco, a déclaré que le ministère n'a jamais souhaité poursuivre comme un crime les recherches de sécurité informatique menées de bonne foi. Et l'annonce d'aujourd'hui favorise la cybersécurité en clarifiant les situations des chercheurs en sécurité de bonne foi qui recherchent les vulnérabilités pour le bien commun. Et là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peut-être suivi l'affaire à l'époque. On va parler d'Aaron Schwartz. Aaron Schwartz, qui là s'est suicidé parce qu'il avait été harcelé judiciairement pour ça. Vous allez voir. Certains critiques n'accepteront peut-être pas cette affirmation aussi volontiers après le décès d'Aaron Schwartz, qui s'est suicidé en 2013 pour avoir été inculpé en vertu de cette loi CFA pour avoir téléchargé 4,8 millions d'articles et de documents au service d'abonnement universitaire JSTOR. Son point de vue, c'était ce qui a été fait après par Sci-Hub, c'est que les articles universitaires ne devraient pas être protégés par le droit d'auteur. Enfin, de toute façon, toute la mécanique de comment c'est fait, tout ça, c'est tout pété. Mais je pense que ça vous dit déjà quelque chose. Bien que JSTOR ait refusé de poursuivre l'affaire, les procureurs fédéraux ont quand même porté des accusations de vol contre lui. Et à tel point qu'il il s'est suicidé après ça. C'était terrible. Ça avait beaucoup marqué l'opinion, notamment dans le monde, certes petit, mais des partisans pour les libertés fondamentales sur Internet. Depuis la mort de Schwartz, les militants et législateurs ont fait pression pour qu'une loi d'Aaron soit adoptée afin de réformer et de codifier les changements apportés au CFA dans la loi pour mieux protéger les pirates informatiques de bonne foi. Voilà. Je pensais que c'était intéressant aussi de vous montrer qu'aux États-Unis ça bougeait. Sachant qu'en Europe, je sais pas à quel point on est en avance ou pas, faudrait que je me renseigne sur ces sujets-là. Je sais qu'il y a eu des choses notamment liées aux lanceurs d'alerte, etc. Mais je sais pas si sur la notion de cybersécurité ça s'est amélioré ou pas. Voilà, voilà. J'ai plus de message de votre part sur le chat. J'espère que tout va bien. Que vous n'êtes pas mort. Vous êtes toujours avec nous. Vous êtes toujours là. Non, mais je pense que voilà, c'est intéressant d'avoir aussi ces points de vue-là plus sociétaires. Tout va bien, Blef. Super. Je suis content de te lire. Voilà. Un peu perturbé, je vous avoue, de ce crash. Déjà parce que ça arrive au milieu d'un truc que je ne m'attendais pas. Aussi parce que je vois qu'il y en a qui sont partis entre-temps. Alors j'espère qu'ils vont revenir. Puis sinon, de toute façon, je suis toujours ravi de discuter avec vous. Mais voilà. Il est 11h09. On a encore le temps pour quelques trucs. Et je voulais, avant de parler de la dernière chose dont je voulais parler, qui va être de l'affaire Doctolib, je voulais vous partager un truc marrant que j'ai découvert. Quelqu'un a expliqué comment il a créé le logo de React. C'est assez fou. Comment le logo de FedEx a influencé le logo de React. Et en fait, vous allez voir, ça va vous faire comme pour la... Alors, peut-être que vous allez découvrir le principe du logo de FedEx, et que vous allez découvrir du coup le logo de React et la particularité qu'il y a dans le logo de React. Moi, j'ai redécouvert... Enfin, je connaissais le principe du logo de FedEx. J'ai découvert qu'il y avait ça aussi dans le logo de React. Vous allez voir, c'est très fun. Je vous l'ai pas traduit, parce que globalement, en fait, c'est très visuel, donc voilà. Mais en gros, c'est ce mec-là qui s'appelle... Il s'appelle Michael Lumans. Et Michael Lumans nous explique
que quand il a designé le logo, quand il bossait, enfin quand il travaillait à refactorer toute une partie d'Instagram pour passer à React, parce que bon, React vient de Facebook, Facebook avait racheté Instagram, tout ça. Ils se sont dit que quand ils ont fait leur documentation, qu'il fallait quand même un logo cool. Et en fait, il est parti d'un simple cercle, qu'on va essayer d'une sorte ellipse, qu'il a dupliqué. Et en fait, il s'est rendu compte qu'à l'intérieur de cette sorte d'atome, donc vous avez sans doute ça en tête, le logo de React dans la documentation, etc., c'est cette sorte d'atome là. Et bien à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit un écrou. Alors ça vous paraît peut-être une évidence, mais moi, personnellement, je n'avais jamais remarqué ça. Et du coup, il y a vraiment donc cet écrou-là, vous voyez, qui est là, à l'intérieur, qui est dans le logo. Merci Gabriel pour ton follow. Est-ce que vous aviez... Je peux pas encore faire de Paul parce que je suis pas affilié, mais est-ce que vous aviez déjà vu... Ah voilà, il y a quand même des mind blown, merci. Ça me rassure, je suis en train de me dire, je suis le seul à avoir découvert ça, mais c'est quand même fou. Il y a littéralement un écrou dans le logo React. Voilà. C'est assez fou. Tout ce qu'il y a tout en haut, la flèche de FedEx, en fait dans le logo FedEx il y a une flèche. Donc déjà si vous avez jamais vu qu'il y avait une flèche dans le logo de FedEx, bah voilà, félicitations, c'est le lundi. Et alors il y a le C du logo de Carrefour, donc on va remonter dans un instant, mais la flèche du logo de FedEx c'est incroyable parce que ça correspond vraiment à ce que fait FedEx, quoi. Ils envoient des trucs. Et ah oui c'est vrai, t'as raison, Blef, on voit pas le mindblown, étonnant. Et ce qui est fou, c'est que donc il y a un écrou dans le logo de React. Voilà. Alors, des fois, on va parler de choses profondes comme le fait que la justice américaine, des fois, c'est tellement acharné qu'elle a, hélas, poussé quelqu'un à bout. Et puis, des fois, on va juste se rendre compte qu'il y a un fucking écrou dans le logo de React, quoi. Voilà. C'est ça aussi le lundi matin, tu vois. C'est ça aussi lundi.dev. On découvre des écrous dans les logos. Et rien que ça me fait plaisir. Je deviens un peu fou. Donc ouais, c'est assez dingue. Et donc oui, on parlait du logo de Carrefour, évidemment. Logo Carrefour. Le C du logo de Carrefour, évidemment. Si vous l'avez jamais vu, avez-vous déjà remarqué que dans le logo de Carrefour, en fait, là, regardez, ça fait un C. Voilà. Salut, monsieur Simonin. Bienvenue sur le channel. Enfin, sur la chaîne. En fait, c'est écrit First Time on Channel dans mon truc. Et donc, du coup, je fais Ah, bienvenue dans le channel. Alors, le C de Carrefour. S'il y a des gens qui découvrent le C de Carrefour aujourd'hui, s'il vous plaît, dites-le moi dans le chat. Parce que vraiment, je serais ravi de faire partie, d'être la personne qui vous l'a fait découvrir. C'est un honneur, on va dire. Mais bon, je pense que quand même les gens connaissent bien le C de Carrefour aujourd'hui. Et voilà. Donc, le C de Carrefour. La flèche dans le logo de FedEx. Voilà. La flèche dans le logo de FedEx. Qui est là. La flèche. Et donc, si je vais sur React Documentation. Voilà. Et l'écrou dans le logo de React. Alors, il est en petit là, mais voilà, vous avez compris quoi. L'écrou dans le logo de React. C'est quoi la forme du logo de Carrefour en fait? Bah, c'est facile. C'est un losange, rouge et bleu, et il y a un C dedans. Je cherche sur internet, ils disent Toyota aussi. Attendez. Logo de Toyota. Ah oui, c'est un T en fait. C'est Toyo. Il y a un Y, il y a un T, il y a un O. Mais bon, c'est moins. Oui, il y a toutes les lettres normalement de Toyota. Ouais. Enfin, le A, bon. Le A, faut l'imaginer quand même. Mais c'est pas aussi fort, je trouve, que la flèche de FedEx ou le C de Carrefour. L'homme qui parie dans le logo PMU. Ah, attendez. Là, c'est formidable. Il y a un homme qui parie. C'est des chevaux. Il y a un mec. Oh, incroyable. Attendez, hein. Ne jouez pas au jeu d'argent si vous avez moins de 18 ans. Et le jeu d'argent a des problèmes de dépendance. Regardez, il y a un mec qui... C'est formidable. Incroyable. Merci, monsieur Simona, pour ton follow. C'est formidable. Alors, l'ours dans la montagne de Toblerone, ça je connaissais. Bon, en plus, David Castello-Lopez en avait parlé. Hein. Toblerone, pardon.
avec son logo. On voit l'ours de Berlin dans le... Regardez là, il y a un ours là. Il y a un ours là. Voilà. Vous avez toujours vu la montagne, en fait, il y a un ours. Bon, le pan de NBC, quand même, je pense qu'on l'a déjà vu. Pour le coup, blef. Mais les logos d'embossement, ouais. C'est ça, les logos à l'inverse, ouais. C'est assez fou. Putain, le mec dans PMU, je suis assez mindblown, j'avoue. Déjà que React, j'étais mindblown. Mais voilà. Enfin bref, tout ça venait du fait que, voilà, logo React, en fait, il faut savoir qu'il y a une flèche de FedEx dans le logo de React. Qui est du coup pas une flèche, mais un petit écrou. C'est ça. Après le Everything is a cake, every logo has a negative space, tout à fait. C'est quand même fou, hein. C'est fou ce qu'on vit. C'est fou ce qu'on vit, ma bonne dame. Bon, j'avoue que je regarde avec une certaine appréhension les températures de mes composants, parce que j'ai toujours peur que ça crache, mais il n'y a pas de raison que ça crache, faut que je me calme. Et si ça recrache, vous savez, vous attendez quelques instants, et on revient. Hein. Quand vous voyez des gens reparler sur le chat, vous faites F5 si ça marche pas, et je suis de retour. Quoi. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas loin. Donc voilà, ceux qui nous rejoignent parce qu'il y a eu un petit bug, dans le logo FedEx, il y a une flèche, et dans le logo React, il y a un écrou. On va pas y passer non plus des plombes, mais voilà. Il est 11h16, on arrive petit à petit dans la moitié de la deuxième partie, et je souhaite discuter de ça. La fameuse enquête de France Info sur Doctolib. Et là, je veux que vous soyez dans le coin, parce que je veux qu'on en parle ensemble. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Et les 3 quarts, tout à fait, Mopral. Il y a plein de choses à dire sur Doctolib, sur cette affaire, mais aussi sur la manière dont on en a parlé. Parce que ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, et je trouve ça méta-fou. Je trouve ça fou de la manière dont on en a parlé. L'enquête de France Info, de la cellule d'investigation de Radio France, et je veux pas le dire en étant méchant avec nos amis journalistes, parce qu'en vrai, ils ont trouvé un truc. Vous allez voir que bon, l'article est pas parfait. C'est ceci. Doctolib, certaines données médicales ne sont pas entièrement protégées. Doctolib a longtemps affirmé que toutes nos données de santé étaient chiffrées de bout en bout et accessibles uniquement aux patients et son médecin. L'enquête de la cellule d'investigation de Radio France montre que ce n'est pas le cas. Donc ça c'est écrit par Géraldine Allot, avec cette stock photo donc, d'une employée de Doctolib en 2019. Après un travail de 2 ans mené avec Tanker, entreprise technologique française de pointe spécialisée dans la sécurisation des données, Doctolib annonce aujourd'hui la mise en œuvre du chiffrement de bout en bout pour les données personnelles de santé de ses utilisateurs. En juin 2020, après le premier confinement, Doctolib publiait un communiqué de presse pour annoncer la mise en œuvre du chiffrement de bout en bout, donc end-to-end encryption en anglais, des données médicales de ses utilisateurs. Ce qui signifie, en théorie, que seuls les patients et leurs médecins peuvent y avoir accès. Le communiqué de Doctolib précisait également « Cette technologie rend rigoureusement impossible à toute autre personne d'accéder à ces données, y compris dans les opérations d'assistance ou de maintenance. » 2 ans plus tard, alors que Doctolib a joué un rôle central dans la vaccination des Français contre la Covid, la cellule d'investigation de Radio France a effectué un test qui montre que la plateforme ne chiffre pas de bout en bout l'ensemble des données de ses utilisateurs. Alors attention, je suis pas convaincu de ça, vous allez voir après. Elle a donc accès à certaines informations confidentielles, contrairement à ce que l'entreprise prétend. Ce test est assez simple à réaliser. Nous nous sommes connectés via notre ordinateur sur notre compte Doctolib en renseignant adresse email et mot de passe. Nous avons alors accès à tous nos rendez-vous médicaux passés et à venir. Oui, c'est le principe de Doctolib. Puis, nous avons utilisé un débogueur. Ils ont appuyé sur commande Shift, commande Alt I, Ctrl Alt I, pour inspecter le code de la page que nous avons sous les yeux, l'arrière-boutique en quelque sorte. Non, ça n'est pas l'arrière-boutique. L'arrière-boutique, on utilise ça pour les interfaces d'administration. C'est pas l'arrière-boutique, mais ok. On vulgarise, ok. On voit ainsi les échanges entre Doctolib et votre ordinateur, explique le développeur Benjamin Sontag, cofondateur de l'association La Quadrature du Net, qui effectue ce test à nos côtés. Ce qu'on découvre est un document qui s'appelle appointment.json, poursuit-il.
Alors, il y a une petite étoile, parce que, évidemment, ils ont envie d'expliquer. Donc, dans la petite étoile, c'est très drôle, j'avance un peu. JSON, ou JSON, JavaScript Object Notation, est un langage léger, oui, d'échange de données textuelles entre un serveur et un navigateur web. Pour les ordinateurs, ce format se génère et s'analyse facilement. Source, journal du net, j'ai trouvé ça formidable. Je trouve ça très beau. Voilà, Xylark, tout à fait. J'appuie sur F12. I mean. Évidemment, je me moque pas, parce que si tu connais pas, évidemment, ça semble fou, mais ça me fait très rire, parce que ça donne vraiment l'impression... Enfin, je pense que ça leur a donné l'impression qu'ils étaient du côté du serveur et tout. Je trouve ça génial. Blef nous dit la quadrature, ils ont bien changé dans leur combat. Maintenant, ils aident France Info à inspecter les pages HTML. Alors attendez, en vrai, il y a un vrai discours intéressant dedans, mais ça me fait juste sourire, quoi. Donc là, on a un screenshot. Dégueulasse, ce screenshot, hein. Vraiment, mais avec et vous le voyez sans doute pas parce qu'il y a la compression et tout, mais dégueulasse le screenshot où on voit iPonemon.json page égale 0. Bon. En cliquant sur le lien en bleu, nous arrivons à une arborescence qui donne accès à tous nos rendez-vous médicaux à venir. Les rendez-vous passés sont accessibles de la même manière. C'est fou, hein. C'est juste normal, mais c'est fou, hein. Et en cliquant sur 0, 1, 2, 3, 4, nous voyons les détails de nos prochains rendez-vous, nom et prénom du patient, date et heure du rendez-vous, nom et spécialité du médecin, et même le motif de la consultation. Est-ce que ça serait pas parce que c'est affiché sur la page ? Je sais, hein, je sais bien que... Évidemment, pour moi, c'est facile de me moquer parce qu'on y connaît quelque chose. Donc c'est facile pour nous de se foutre de la gueule de pas tant cette journaliste. Mais en fait, ce qui me frustre, c'est que Benjamin Sontag, qui était avec eux, aurait dû leur souligner que c'est débile ce qu'ils sont en train de... Enfin, c'est normal qu'il y ait un échange entre un serveur et un navigateur. C'est fou. C'est fou quand même. Genre, évidemment qu'il y a un moment où l'ordinateur peut lire les choses. C'est la base. Ça rend fou, quoi. Chuck nous dit. Moi, ce qui m'a choqué en lisant cet article, c'est que c'est les personnes qui s'indignent que les personnes ne soient pas chiffrées de bout en bout, alors que le véritable bout en bout est impossible dans la consumer tech. Je suis d'accord, sur les trucs du quotidien, quoi. Doctolib est coupable de l'avoir promis, ça je suis d'accord aussi, et ils en parlent plus bas. Mais ceux qui les encouragent à annoncer un truc impossible sont coupables aussi, c'est vrai. Il faut donc de la rigueur dans les attentes. Je suis d'accord. Là, ce qui est débile, c'est que... Ce qui est débile, c'est le truc, c'est Doctolib qui dit « c'est chiffré de bout en bout », alors que... Oui, si tu pars du principe que TLS, mais non, parce que de fait, non, enfin, non. Et... Oh là là, les infos sont filtrées. Bah, comment tu crois que ça s'affiche sur ton écran ? Bon. Des données visibles, des données de santé visibles par des salariés. Ça, c'est peut-être plus problématique, on va voir. On a reçu de Doctolib les données en clair sur vos prochains rendez-vous. On ne les a pas reçus chiffrés. Ça, je suis pas d'accord. C'est chiffré, c'était en TLS. Explique Benjamin Sontag. Cela veut donc dire que Doctolib lui-même a ces informations en clair. C'est pas évident, hein. On pense que oui, mais c'est pas évident. Or, ces rendez-vous médicaux sont signifiants et renseignent sur l'état de santé d'une personne. Ça, c'est intéressant. Si vous allez régulièrement chez un oncologue ou un psychologue, cela raconte quelque chose sur votre état de santé, poursuit Benjamin Sontag. Et là, il a raison. Il y a un vrai sujet, et on va voir dans l'article qu'il y a vite Doctolib qui dit « Oh non, mais c'est pas une données de santé, vous comprenez ce que je dis ?» Un élément rassurant, ces données sont chiffrées lorsqu'elles sont en transit. Merci. C'est-à-dire lorsqu'elles circulent entre Doctolib et votre navigateur internet. Personne ne peut les intercepter en cours de route. Mais chez Doctolib, des salariés ont bien accès aux détails à nos rendez-vous médicaux. Typiquement, ce sont les responsables des sauvegardes, les administrateurs système, ceux qui gèrent le réseau et les serveurs qui peuvent avoir accès à ces informations, explique Benjamin Sontag. Interrogé, Doctolib reconnaît effectivement dans un mail détaillé que les données de rendez-vous ne sont pas chiffrées de bout en bout. Cette technologie de pointe, encore peu répandue, ne peut s'appliquer à l'ensemble des données traitées sans impact majeur pour les utilisateurs, poursuit l'entreprise. Bah oui. Des données qui se modèlent à prix d'or, donc évidemment on en parle et c'est normal. Quel serait cet impact ? Notre code doit pouvoir avoir accès à certaines informations liées au rendez-vous pour garantir l'utilité et le bon fonctionnement du service, répond Doctolib dans son mail. Concrètement, si les données de rendez-vous étaient chiffrées de bout en bout, le service de rappel de rendez-vous par SMS ou email ne pourrait pas exister aujourd'hui. Bah, évidemment. Selon Doctolib, un nombre très restreint de salariés a accès aux rendez-vous médicaux à des moments précis ou des raisons précises dans le cadre de fonctions support, c'est-à-dire lorsqu'un médecin ou un patient rencontre un bug sur le site ou l'application. Alors qu'est-ce que vous me dites ? C'est lunaire. Attends, ça veut dire que c'est ça que ça fait du bruit. Bah, ce qui fait du bruit, c'est le fait qu'ils disent à tout le monde que c'est chiffré de bout en bout. Mais oui, c'est ça, Pitvi. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que ça me rend fou que... Voilà.
Doctolib précise aussi que les pièces jointes échangées entre un patient et son médecin, compte rendu d'analyse, radio, scanner, ordonnance et les flux téléconsultations sont eux chiffrés de bout en bout. Aucun tiers n'y a accès. Le test que nous avons réalisé avec Benjamin Sontag le confirme. Les rendez-vous médicaux sont des données personnelles de santé au même titre que les pièces jointes échangées, estime pourtant Alexandra Iteanu, avocate au barreau de Paris, spécialiste en protection des données. Il devrait être protégé de la même manière. Alors, je comprends pas pourquoi il dit le test que nous avons réalisé avec Benjamin Sontag le confirme. Parce que si c'est une pièce jointe, t'es d'accord que la pièce jointe, si tu ouvres l'inspecteur web, tu vas la voir aussi. Donc c'est bizarre en fait de dire que le test va pas marcher. Je suis pas d'accord en fait. C'est un peu bizarre. Pour autant, Doctolib n'enfreint pas la loi en ne chiffrant pas de bout en bout l'ensemble des données médicales en sa possession. Le RGPD ne rend pas obligatoire le chiffrement de bout en bout. Il l'encourage simplement en disant qu'il faut mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles pour protéger ces données, précise l'avocate. Reste que Doctolib fait preuve de manque de transparence, estime Alexandra Iteanu, car il communique sur un chiffrement de bout en bout qui n'est pas mis en place en pratique, en tout cas pas totalement. Ça je suis d'accord, Doctolib est débile parce qu'ils se sont littéralement tendu le bâton pour se faire battre. C'est quand même pas très compliqué de dire vos rapports médicaux sont chiffrés de bout en bout par exemple. Mais en fait même l'histoire du bout en bout il est limité quoi. L'entreprise a longtemps été ambiguë sur son chiffrement de données médicales. Dans un document interne, en anglais datant de septembre 2019 que nous nous sommes procurés, il est écrit « Ce n'est pas à strictement parler du chiffrement de bout en bout, mais cela peut l'être en termes de communication. » Ouais, la slide, elle donne vraiment... elle explique complètement que... en fait, c'est de la com, quoi. Interrogé sur ce sujet, Doctolib affirme « Nous avons toujours été clairs et transparents en matière de chiffrement. » Et c'est tout. C'est tout. Et ça a été dans les flash infos de France Info pendant toute une après-midi. À chaque flash, il y avait un truc genre Doctolib chiffre pas vos données, Doctolib chiffre pas vos données, enfin pas complètement, etc. Mais c'est fou quoi. Ça m'a rendu dingue. J'étais là en mode genre. Alors attention hein, et c'est ce que j'ai expliqué dans un tweet. J'ai dit que le plus gros problème de Doctolib, c'est que ce soit pas un service public. Voilà. À mon sens, c'est l'un des trucs principaux. À mon sens, Doctolib devrait être un service public. Mais ce qui me rend vraiment fou, c'est qu'ils ont pété un câble sur la notion de c'est pas chiffré de bout en bout. Mais honnêtement, vous vouliez quoi? Enfin, le chiffrement de bout en bout sur un navigateur web, c'est un enfer. Donc à part forcer tout le monde à avoir une application, que forcer les gens à ne jamais perdre leur application, parce qu'il y a ça aussi, hein, sinon tu perds tous les rendez-vous précédents, etc. Ça n'a pas trop de sens. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Là, ils ont mis en place un truc, donc il y a des gens qui entre-temps ont analysé ce que proposait Tanker, etc. Et en fait, Tanker permet un truc intéressant, c'est que ça diminue largement la confiance nécessaire en Doctolib, puisqu'en fait, Tanker devient un tiers de confiance, et en gros, tu ne peux afficher la pièce jointe que en ayant en fait un appel qui est fait à Tanker en disant quelle est la clé pour tel document, etc. Ce qui fait que si quelqu'un arrive, enfin quelqu'un de malveillant chez Doctolib arrive, normalement, je vais pas dire qu'il peut pas, mais il peut pas facilement choper toutes les données médicales comme ça. Ok, ça c'est cool. Mais en vrai, enfin, surtout ce qui me rend fou, c'est il y a un sujet de fond qui est il y a une centralisation des données de santé. Et ça, c'est un vrai problème de sécurité. Parce que le fait que toutes les données de santé soient au même endroit rend ça plus dangereux, on va dire, pour de potentiels hackers qui pourraient prendre toutes ces données-là d'un coup et donc faire des traitements de masse. Ça permet aussi facilement... Alors, je sais pas si ça a été racheté par Tanker, je suis intéressé... Mais non, je pense pas, parce que Doctolib est énorme, Tacit World. Peut-être, mais ça me dit rien. Le truc qui me fait penser qu'il y a un problème, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que j'aimerais que ce soit un service public, comme ça on ferait ce qu'il faut le plus possible, c'est que ouais, donc si un hacker tombe là-dessus, il a accès à beaucoup de données, dont des données médicales ou des données qui peuvent donner des données médicales. Des données, on va dire, métamédicales. C'est-à-dire, effectivement, comme le dit Benjamin Sontag, comme le disent beaucoup de défenseurs des droits depuis très longtemps, défenseurs des droits sur les libertés individuelles sur Internet, c'est que, en fait, les métadonnées, comme par exemple, bah, tiens, j'ai pris tel rendez-vous 3 fois, j'ai pris 3 fois un rendez-vous chez un urologue, donc tu te doutes que tu as un problème avec ton sgeg, quoi.
Bah voilà, en fait, c'est ces notions-là, en fait. Doctolib n'a pas racheté Tanker. Ah oui, oui, Doctolib a peut-être racheté Tanker, oui. Tout à fait, oui. Mais c'est pas Tanker qui a racheté Doctolib. Je l'avais mal lu, effectivement. Donc, ouais, ça me semble assez logique, non? Enfin, je sais pas. Il y a un petit côté... même si je vois le problème concernant Doctolib, à un moment ou à un autre, c'est pas moins sécurisé. Modulo la concentration au même endroit, ça c'est un vrai sujet. C'est pas moins sécurisé qu'un logiciel dans un secrétariat médical ou les logiciels d'hôpitaux dont on a vu les limites d'ailleurs. Je sais pas, je suis un peu circonspect par cette take de la part de la Quadrature. C'est pas là-dessus que je les attends. Mais bon, ce sont des choix, comme on dit. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'absence. Mes chers amis viewers, oui, Tacit World nous souligne que l'article ne représente peut-être pas très bien les propos de la Quadrature du Net. Effectivement, le thread qu'a fait Benjamin Sontag sur le sujet est un peu plus souligne un peu plus les notions. Hey, salut Benjamin. Souligne un peu plus les notions de euh, la mauvaise communication de la part de Doctolib. C'est ça le plus important, quoi, évidemment. Alors, bon, on a déjà fait pas mal le tour de pas mal de sujets. Finalement, je vais plus vite que la dernière fois. Je pense que la dernière fois, j'étais aussi un peu plus chill, alors que là, la coupure, ça m'a un peu boosté et peut-être un peu trop. Yo, Valocar. Euh, Ce que je vous propose, c'est qu'on voit rapidement un thread que j'ai trouvé intéressant. Euh, donc c'est Pierre Bessac qui a un peu souligné ça, et la Quadrature du Net, du coup on va voir un autre côté de la Quadrature du Net qui me parle plus, qui est la notion du règlement EIDAS, EIDAS, qui est un règlement européen qui arrive bientôt, enfin une révision du règlement européen, et qui va peut-être poser problème, et vous allez voir. C'est assez intéressant. Alors Chuck nous dit, juste concernant Doctolib, qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus sécure si c'est public, certes, mais ça évite certaines dérives potentielles, notamment de marchandisation des données. Ça c'est quand même pas mal. Et surtout, en fait, ça mettra aussi dans l'esprit du public que ben, c'est un bien commun, donc il faut aussi s'il y a une centralisation... En fait, les gens se disent Doctolib, c'est pas forcément de la centralisation de données, parce que c'est un acteur parmi d'autres. C'est qu'en fait, de fait, il a tellement une position de monopole, de fait, que voilà. Alors quand c'est un acteur public qui a de fait un monopole, c'est pas forcément le même rapport, à mon sens. Euh, je me permets de changer de sujet. Donc, comme je disais, sur l'EIDAS. Non, vous avez envie de continuer de parler Doctolib. Je reviens sur Doctolib, désolé, parce que vous me parlez, c'est intéressant. Blef nous dit, ça n'a aucun rapport, ça peut être sécure, mais ils peuvent vendre des données. Oui, tout à fait, t'as raison, t'as raison. En vrai, si c'est chiffré de bout en bout, c'est quand même compliqué à vendre. Mais oui, tout à fait. Le truc, c'est que t'as quand même plus... Tu vas peut-être quand même potentiellement plus traiter les données si tu es amené à les vendre. Si tu es plus amené à traiter les données, je pense, peut-être mal, qu'il y a plus de risques que tu mettes en danger les données personnelles parce que tu vas plus les traiter, donc plus les partager à des tiers. Mais peut-être pas. C'est pas le cas de toute façon de Doctolib, hein. Ils vendent pas trop les données personnelles à des tiers, c'est pas leur business. Mais ça me rassurerait quand même de l'avoir de manière publique. Mais de manière générale, en fait, moi je pense que tout ça, ça devrait être public, hein. Mais bon. Et voilà, personne ne fait du full chiffré de bout en bout pour ça. Et même les impôts ne font pas ça. C'est vrai, Blef a raison de le dire, hein. On se pose pas ces questions sur les données d'imposition. Alors, sans dire, on c'est pas aussi critique, mais c'est quand même pour beaucoup de gens assez critique. Et on se pose pas ces questions-là pour la DGFIP. Alors, ce qui n'empêche pas qu'ils font attention à la sécurité des données, hein, mais ils n'ont pas besoin de chiffrement de bout en bout pour le faire. Et oui, effectivement, la notion de vente des données, c'est plus une question de contractualisation et pas une question tech. C'est pas une question tech, mais je trouve que ça peut avoir des implications quand même. Après tout, il y a beaucoup de dérives qu'on a vues sur le net qui sont été drivées par des questions business. C'est pas complètement séparé, je trouve. En Blef nous dit
en France, je pense que c'est au moins équivalent. J'essaie de récapituler ce que tu nous dis en 3 messages. Les impôts que la santé. Bah, ça dépend à qui tu parles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont moins de problèmes à ce que leur déclaration d'impôt devienne publique que leurs problèmes de santé, en fait. Et je pense qu'aussi, c'est un chilling effect de ouf de savoir que tes données de santé peuvent apparaître ailleurs. Ça peut te pousser à ne pas voir un médecin. Et donc, c'est un problème. Il y avait Benjamin qui nous disait ça évite moins la récupération des données par les partis politiques d'extrême droite si un jour ils prennent le pouvoir un jour. Ça c'est vrai, Benjamin. Ça c'est vrai que le fait que ça devienne public, ça peut faire peur sur ces côtés-là aussi. Mais bon. Après, le problème c'est que si tu commences à faire ça, tu fais plus grand-chose. Et j'avais eu une discussion très intéressante avec Jonathan, je sais pas s'il est avec nous dans le chat, mais sur comment ça se passait au Portugal. Sur la centralisation des données personnelles et le fait qu'au Portugal, en fait, tu as une sorte de code et tu as une carte. Non, c'est en Suède, tu as un code, là, je crois que tu as une carte, et en fait, avec ça, tu peux travailler. Allez, Jonathan est là. Tu peux faire des tonnes de démarches euh, sur Internet auprès auprès de l'État avec moins de contraintes que ce qu'on a aujourd'hui via la CNIL. Mais en même temps, je suis très content de ce que fait la CNIL. Même je pense qu'elle devrait en faire plus, donc je suis pas très cohérent moi-même là-dessus. Mes idées là-dessus sont assez floues. Et c'est des questions intéressantes, je trouve. Et c'est des questions sur lesquelles je pense plus d'ingénieurs devraient se poser des questions. D'ingénieurs ou développeurs, ou développeuses d'ailleurs, hein, je dis toujours au masculin, mais en fait j'aurais essayé de dire au féminin. Développeuses et d'ingénieuses. Donc d'ingénieurs. Je trouve que c'est très important de se poser ces questions-là parce que en fait, ben, on est des fois ceux qui vont implémenter ces choses-là, quoi, ou architecturer ces choses-là. Et donc d'avoir en tête que ce n'est pas anecdotique, c'est important. Pour le coup, je pense que Doctolib, ils ont quand même relativement bien ça en tête. Je pense pas que ce soit de mauvais stewards de nos données personnelles pour le coup. Juste là, la com est allée trop loin en disant c'est chiffré bout en bout, alors qu'en vrai, oui, il y a certaines données qui sont chiffrées de bout en bout, mais c'est pas non plus. Voilà. Je pense que tout le monde dans cette affaire, je pense que vraiment la cellule d'investigation de Radio France devrait un peu se calmer. C'est pas juste parce que tu fais un F12 sur un site que c'est de l'investigation à mon sens. Jonathan nous dit après en France la Sécu c'est pas vraiment public il me semble, c'est assez particulier mais techniquement plus privé que public. Ah, c'est quand même très public. Hein. La Sécu c'est quand même très public. Hein. Très très public. En fait, par rapport aux données publiques, il y a un gros précepte de la CNIL qui interdit de faire du croisement de sources. Oui, tout à fait, Blef. Et ça vient d'où vient la CNIL? Parce que la CNIL, elle vient. On va regarder Wikipédia la CNIL. Mais ça vient d'un scandale qui était sorti dans le Canard enchaîné. J'adore ce truc. Voilà, du projet Safari, système automatisé. Attendez, je mets un peu plus grand. Du système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Où en gros l'idée c'était de faire une sorte de grand répertoire de tous les fichiers nominatifs de l'administration. Et donc en 74, disons que la guerre était quand même encore un peu en tête des gens, parce que ça faisait, je sais pas, 40 ans, quoi, moins de 40 ans que la Seconde Guerre mondiale était passée. Et on va dire que les nazis, ils laissent pas vraiment trop des avis très positifs, on va dire, dans les pays dans lesquels ils passent. Hein. C'est un peu 0 étoile, would not recommend. Et donc, il y avait un côté, on n'a pas envie de reficher tous les Français. Et donc, c'était sorti. Ah, maintenant, c'est Le Monde, tu vois, j'avais dit que c'était le Canard enchaîné, c'était Le Monde. Et ça avait fait vraiment un gros scandale. Et donc, ils avaient créé la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. Et ce qui est marrant, c'est que Jonathan nous parle de France Connect, mais en fait, France Connect, c'est plus compliqué parce que France Connect, c'est littéralement, ils ont dû se poser des questions de comment on fait pour pas trop créer d'interconnexion. En fait, l'interconnexion, c'est toi qui l'as fait. C'est ça qui est fort. L'interconnexion, c'est l'utilisateur final qui le fait. Et c'est très malin parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on fait naturellement dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on te demande à chaque fois, tiens, viens avec tes données à toi. Et c'est pour ça qu'on te demande 15 fois les mêmes choses. Et c'est assez astucieux. Le problème, c'est qu'en fait, des fois, ça crée aussi beaucoup de complexité, il faut le dire. Et il y a beaucoup d'autres États très bien qui se sont pas posé ces questions parce qu'ils n'avaient pas leur histoire. Et c'est pas pour autant que ce sont des dictatures, quoi. Genre les pays scandinaves, qui sont quand même des pays qui ont des très beaux scores en termes de démocratie sur plein d'aspects. Eux ont des systèmes beaucoup plus simples où globalement tu files un numéro et en fait la personne en face va avoir accès à toutes les données de l'administration évidemment, pas les données médicales mais tu as accès à toutes les données d'administration en un coup d'œil quoi.
Donc, et on n'est pas encore à ce niveau-là non plus avec France Connect. Donc c'est quand même des sujets, je trouve, assez intéressants de ce côté-là, de se dire à quel point on va-t-on vraiment changer ces trucs-là à moyen terme? Je pense pas, parce qu'en fait on y est quand même vraiment attaché. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des sujets dans le pipe pour essayer d'améliorer l'approche entre les citoyens et leur, euh, et leur administration, qui allait peut-être un peu bouger ça, on verra. Mais notamment quand Emmanuel Macron a parlé de s'il est élu dans 2 semaines, hein, pas oublier que c'est aussi ça, 3 semaines. Faut pas oublier que ça reste le peuple français qui va choisir si c'est sa majorité ou pas qui va être au Parlement. Votez, si vous pouvez. On est quand même sur des sujets de comment on fait par exemple toute la notion de euh, enfin pas prélèvement à la source, l'inverse, qui est la solidarité à la source, où on va verser directement des aides sociales. Et donc les aides sociales, ça demande d'autres informations que celles qu'ont les impôts. Et ben ça, c'est des vraies questions de fond, quoi. Ah, Blef nous dit: je travaille dans la data. Quand je parle de croiser des données, ce qu'on imagine, c'est prendre une table et faire une jointure avec une autre sur un numéro de téléphone, par exemple. Euh, c'est pas de l'individu, c'est sur des ensembles, c'est jamais anonymisé. Ouais, ben c'est la limite de ça. C'est à quel point on s'autorise des traitements individualisés qui peuvent être un peu creepy, ou au contraire se dire que c'est ok ou pas, et à quel point après on rip un peu avec la souris, on commence à faire des données, à faire des analyses sur plus de données, quoi. Et à quel point l'architecture des données rend facile ou non des traitements de masse. Quand on sait que par exemple aujourd'hui les gendarmes ont le droit via leur système GenNote de noter des informations liées à l'orientation politique ou syndicale des personnes, ça fait un gros scandale parce que du coup typiquement la CNIL normalement elle autorise pas ça, mais bon c'est compliqué, etc., etc. Puis c'est du domaine réservé de l'État, etc., etc. Bon, ça a grincé quand même pas mal des dents, quoi. Et c'est pareil pour le fichier enfin le traitement des, euh, des personnes impliquées, où en gros, même si tu es juste témoin dans une affaire, tu as tes données qui peuvent être stockées pendant X années dans un fichier de l'État, il y a quand même des sujets de fond. Et là, pour le coup, la quadrature est très utile, beaucoup plus que je trouve que dans le cas de Doctolib, mais est très utile pour souligner auprès de l'opinion publique et des décideurs. Les décideurs, ça te va les décideurs? Qu'il y a des sujets importants sur ces sujets-là. Parce qu'en face, les lobbies du monde du renseignement notamment, et puis de l'administration, sont très forts aussi hein, auprès des politiques, de dire ah vous êtes gentil, mais si on veut être efficace, il faut qu'on puisse. Voilà. Donc voilà, c'est trouver des compromis, et ces compromis sont forcément politiques. C'est pas très simple. Et en plus, ajoute à ça le niveau européen avec le RGPD, sachant que le RGPD ne s'applique pas euh, à l'État de fait. Les gens l'oublient ça, mais voilà, c'est encore d'autres choses. Euh, on est bon sur ce sujet. Moi, je suis ravi hein, de discuter de ce genre de sujet avec vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe peut-être au dernier sujet, avant qu'on fasse peut-être un peu de code ou pas, on verra. Euh, ouais, donc c'est le sujet de EIDAS. Benjamin, j'ai compris. Donc le sujet d'EIDAS. Je cite ce tweet de Pierre Bessac. Pierre Bessac, hein, qui est un candidat du Parti Pirate à Paris, mais qui par ailleurs est un ingénieur depuis longtemps, etc. Donc l'Union européenne, avec la révision du règlement EIDAS, voudrait forcer nos navigateurs web à intégrer les certificats Racine, donc X509, contre leur gré, c'est-à-dire sans vérifier les garanties habituelles de sécurité. C'est un pied dans la porte dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Parce qu'on a parlé de plein de choses. Donc déjà, on va voir le thread de la quadrature du net, on va le lire ensemble, et après on va aller voir les différents éléments. La révision du règlement EIDAS en cours d'examen à l'Union européenne menace un des piliers de la sécurité sur le web. Elle prévoit d'obliger les navigateurs web à autoriser les autorités de certification Racine, vous allez voir, on va décrire tout ça, hein, même si elles ne remplissent pas les conditions de sécurité requises pour permettre de vérifier qu'un site est digne de confiance. Actuellement, les navigateurs web gèrent des programmes d'audit et de validation des CA aux standards de sécurité élevés. Les critères sont réévalués en quelques semaines si de nouvelles menaces de sécurité émergent. Les conditions prévues par la révision du règlement EIDAS, donc EIDAS, mettent à mal ce processus et allongeraient considérablement le temps de réaction des navigateurs en cas d'attaque.
Cette révision ne mettrait pas seulement en danger les internautes des pays européens, elle créerait aussi un précédent mondial qui ouvrirait la porte aux gouvernements qui souhaitent surveiller massivement leur population. L'EFF, donc l'Electric Frontier Foundation, donc qui est en gros la quadrature du net américaine, hein, c'est plutôt dans l'autre sens d'ailleurs qu'on devrait y penser, mais voilà. Les éditeurs de navigateurs web tels que Mozilla, donc pour Firefox, et les experts en cryptographie s'inquiètent et appellent à retirer ou amender l'article en cause. Alors, merci Jonathan de ton passage. Qu'est-ce que c'est que l'EIDAS? Alors l'EIDAS, on va regarder d'abord ce que c'est que le règlement EIDAS. C'est tout ce qui est lié à l'identification électronique, aux services de confiance et aux documents électroniques. Donc en gros, c'est tout ce qui est censé lié aux documents d'identité, les transactions électroniques, donc en gros comment on signe électroniquement, donc la signature électronique. C'est la suite en fait, donc ça c'est là on est sur le site de l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc en gros c'est ceux qui en France s'occupent de s'assurer que nos systèmes informatiques soient sécurisés. Et en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que, en gros, ce règlement a été créé après celui qui avait été essayé d'être fait, une directive sur la signature électronique. Et en gros, l'idée c'était d'avoir un truc commun pour savoir comment on fait, comment on identifie quelqu'un ou une entreprise correctement sur Internet. Et on s'assure que c'est bien eux. Donc, et aussi comment on s'assure que les niveaux de garantie soient cohérents au niveau de l'Europe, quoi. Donc typiquement, on parlait de France Connect tout à l'heure, ben voilà, il y a une notion de France Connect Plus, etc. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais pour avoir un niveau de sécurité plus fort, ben voilà, c'est tout ce qui est lié, enfin, EIDAS, c'est un peu tout ça, quoi. Et du coup aussi ça dit qui est responsable de ces différentes choses. Donc là la DINSIC, la Direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État, et l'ANSSI pour les notions de sécurité. Donc voilà. Et en gros, l'EIDAS commence à vouloir faire un truc qui est très très particulier, mais pour ça il faut comprendre un peu rapidement comment fonctionnent les navigateurs. Vous savez que quand vous allez sur un site internet, on vérifie les certificats. Parce qu'on vérifie que pour que la transaction soit sécurisée, que quand vous parlez avec twitter.com, ce soit bien twitter.com qui vous parle, et pas un faux nez poussé par un gouvernement ou un fournisseur d'accès Internet qui se fait passer pour Twitter. Et donc, pour ça, pour le savoir, on fait confiance à des organismes, des autorités de certification, donc des CA, Certificate Authority, qui vont s'assurer que un certificat de Twitter a bien été donné qu'à Twitter et pas à n'importe qui. Et ça, c'est pas rien. Pourquoi ? Parce que si vous êtes notamment un pays où les droits de l'homme c'est pas super, bah vous pouvez créer un autre certificat pour TKT c'est Twitter. Rediriger toutes les connexions vers Twitter, de twitter.com vers montwitter.com et de manière transparente choper toutes les données qui passent à Twitter. Et comme ça, vous voulez pas ça. Donc pour ça, on a des autorités de certification. Et ces autorités de certification, elles sont pas gérées par les gouvernements, elles sont gérées par vos navigateurs ou par vos fournisseurs vos fournisseurs de systèmes d'exploitation. Donc, par exemple Android ou Android donc c'est Google, Apple pour macOS ou Microsoft pour Windows. Et ça c'est très important parce que c'est grâce à ça qu'on sait que c'est compliqué de substituer un certificat par un autre et donc de se faire passer pour un site internet. Donc il y a une grosse partie de la sécurité en ligne qui passe par ça. Et donc là, dans le cadre de cette mise à jour donc, de l'EIDAS dont on a parlé tout à l'heure, il y a l'article 45.2 qui obligerait les programmes donc de Mozilla, Google, Apple et Microsoft à valider automatiquement certaines autorités de certification, donc qui peuvent délivrer ces trucs-là, qui sont soutenues par les États membres de l'Union Européenne. Genre, entre guillemets, ils tordent le bras en mode genre Mozilla, t'es obligé de dire que c'est OK d'autoriser certains certificats. Et ça, c'est pas ouf. J'espère que je ne vous étonne pas si je vous dis que c'est pas ouf. Parce que ça ouvre la porte. Alors, on peut se dire que les pays européens, on a confiance en eux, déjà parce qu'on vit dedans, pour la plupart d'entre nous. Je sais pas s'il y a des viewers qui ne sont pas actuellement en Europe, parmi ceux qui nous regardent. Mais voilà, nous, on vit en Europe, c'est des gens qu'on élit globalement, hein, le Parlement européen.
Pas la Commission européenne, mais le Parlement européen. Et puis la Commission européenne, elle est choisie par les chefs d'État, et normalement on élit les chefs d'État au suffrage universel, ou en tout cas dans un suffrage qui garantit la démocratie, sinon normalement t'es pas censé être dans l'Union européenne. Et il reste que, bon pourquoi pas, un pays pas du tout européen, par exemple la Russie, pourrait décider de forcer la main aux navigateurs d'autoriser certaines CIA. Au Brésil, ça pourrait être le cas aussi. Après tout, ils sont souverains. Vous voyez la limite de ce problème-là? C'est assez compliqué. Et puis l'autre chose, c'est que aussi, Mozilla, Google, Apple et Microsoft font très attention à ce que donc, les certificateurs ne donnent pas des domaines à des gens qui, enfin des certificats pour des domaines à des gens qui ne devraient pas l'avoir. Et c'est déjà arrivé que certains certificats voient leurs clés primaires, donc celles qui permettent elles-mêmes de créer des certificats, les voir fuiter, et très vite elles sont retirées. Enfin, on leur fait plus confiance dans les navigateurs. Et ça, si tu as une obligation légale d'accepter certains certificats, en fait, ou certains certificateurs, en fait, tu peux plus le faire. Et ça, c'est assez glauque. Donc, voilà, donc c'est typiquement, là, on est potentiellement en train d'enlever le droit au navigateur de faire ça. C'est-à-dire de mettre des cadres jaunes qui font peur, de dire attention, ce qui se passe, c'est pas normal. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute votre connexion. Et ça, c'est glauque. Donc voilà. Et évidemment, tout ça est transparent en plus. Il faut savoir que le fameux root program, parce que du coup, c'est des certificats root, enfin, entre guillemets, quoi. C'est en gros ceux qui racines qui font ensuite que les autres certificats sont signés. Et je m'y connais en signature. Signé. Donc, ça, le fait que potentiellement ça puisse disparaître, enfin pas disparaître, mais en tout cas, de fait disparaître, parce que si tu commences à autoriser, à forcer l'autorisation de n'importe quelle autorité de certification, c'est assez glauque. Ouais, ça fait un peu flipper, quoi. Ça fait un peu flipper. Donc voilà. Donc je suis relativement confiant quand même, peut-être par optimisme mal placé, que les parlementaires européens entendent ça, notamment s'il y a tous les cryptographers, et puis aussi si effectivement Microsoft, Apple, Mozilla et j'en oublie un, merde, il y en avait 4 et j'en ai oublié un. Mozilla, Google, Apple et Microsoft, j'avais oublié Google, ouais, bien sûr, se mobilisent aussi pour faire pression, pour dire non mais attendez, faites pas ça, quoi. Enfin, c'est dangereux. Donc voilà. Donc il y a une lettre ouverte de la part de 35 experts mondiaux en cybersécurité. Bon, je pense qu'il y a Bruce Schneider et voilà. Qui ont envoyé une lettre en disant attention, faites pas ça, c'est super dangereux, quoi. Je regarde la liste. Je sais pas si j'en connais, parce que là, ils sont pas forcément très connus, mais enfin, pour quelqu'un comme moi, on connaît pas forcément les noms de tous les gens, quoi. Mais oui, c'est quand même des pointures apparemment de leur domaine. Plus l'Electronic Thunder Foundation. Plus du coup la Quadrature du Net qui s'en joint, évidemment. Donc voilà. Pour le moment, alors est-ce qu'il y a non, pour le moment, il n'y a pas de appelez votre député, donc on n'en est pas encore là. Mais on va peut-être devoir se mobiliser, comme on s'est mobilisé par le passé sur d'autres aspects de différentes lois, quoi. C'est assez flippant quand même, on va pas se mentir, c'est assez flippant. Donc voilà. Est-ce que ça vous a plu ce que je vous ai proposé aujourd'hui? Parce que j'ai quasiment fait tout mon panier. Il y a un autre article assez cool, mais qu'on fera peut-être la prochaine fois, sur comment on peut faire du soft delete dans Postgre. Directement dans Postgre. Ça va être assez sympa, mais je le garde pour la prochaine fois. Ah oui, tiens, vraie question de Benjamin. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui a appelé un député ou envoyé un mail, mais surtout appelé, un député européen pour faire du lobbying? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui l'ont fait? N'hésitez pas à dire oui ou non. Parce que j'ai toujours pas de quoi faire des sondages. Ça peut voir le coup. Oui, avec, comme disait Benjamin, le Piphone qui était fourni à l'époque. Mais non. Bon, les gens sont plutôt à dire non. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, hein, si un jour vous avez l'occasion. En vrai, appelez apparemment les députés, ça marche. Enfin, du coup, vous arriverez sur les secrétariats des députés, mais apparemment, ça marche. Ça marche d'ailleurs bien plus que toute lettre que vous pouvez faire.
les appels, de leur dire, eh ben, en fait, moi j'ai voté aussi pour vous, voilà, surtout les députés français, évidemment, c'est mieux, hein. Et de leur dire, faites pas les cons. Bon, normalement, vous n'avez pas trop besoin pour les députés verts, par exemple, parce qu'ils sont bien au courant des choses et de faire les choses correctement. Mais ouais, si vous avez des députés En Marche, ou les députés, enfin, pardon, Renew Europe, ou les députés LR, hein, c'est souvent ceux qui sont dans les mauvais coups, pour le coup, dans ce genre de choses. Sans faire le côté un peu. Ah, automatiquement, la droite fait de la merde, mais pour le coup, sur les questions de sécurité sur Internet, la droite n'a pas forcément un très beau. Droite européenne n'est pas forcément toujours incroyable, hein. Donc voilà, faut toujours faire attention. Oh, si tu l'as envoyé, Valocar, avec un outil à disposition de la quadrature, ça compte, mais ça compte pas autant que l'appeler, quoi. Donc voilà. C'est pas formidable. Mais vraiment, en plus, en France, on n'est pas vraiment des bons élèves. Sur toutes les questions de droit d'auteur, on est vraiment. Enfin, vous savez, vous connaissez le principe de. On ressort Jean-Jacques Goldman, et Zazie du frigo, on les montre en disant Ah, c'est l'enfer, on va tous mourir, les créateurs. Et puis après, il les range. Bon, bah. Donc là, on est très très mauvais au Parlement européen, les Français, là-dessus. Genre, c'est très peu de députés européens, français, qui font les choses correctement. Sur les questions de sécurité aussi, on n'est pas forcément très bon. Donc voilà. Et après, on a des députés qui s'en sortent très bien, heureusement. Donc, pas hésiter à les supporter, à les renouveler. Si évidemment ils sont cohérents avec d'autres aspects. Hein. Faut pas voter que pour ça, mais c'est important aussi. Donc voilà, c'est peut-être le petit point un peu engagé. Mais voilà, c'est assez important de le voir. Ouais, donc il y en a qui disaient Nice, c'était sympa ce matin. Bah, je trouvais aussi que c'était assez cool. C'était très intéressant. Comme toujours, je vous rappelle que vous pourrez aller dès cet après-midi, enfin vous pouvez aller dès maintenant, mais sur lundi.dev pour retrouver les liens vers tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Surtout que je ne les ai pas tous mis dans le chat cette fois-ci, donc ça peut valoir le coup. J'espère que vous n'avez pas été trop perturbé par le fait que le live s'est craché au milieu. Je vais essayer de voir aussi pour avoir le fait que le flux continue, parce que je crois il a été fermé là, et c'est parce que j'ai pas enclenché la petite... Mais il y a une case à cocher qui permet de faire que le stream continue d'exister. Mais voilà, évidemment, s'il y a des crashs, vous savez que je reviens au plus vite. N'hésitez pas à follower la chaîne pour être au courant de la prochaine fois que je fais un live. J'en fais tous les lundis matins à 10h, ça c'est sûr. Et en plus, j'en fais un peu dans le reste de la semaine pour coder ensemble, et c'est sympa. Bah voilà, Mopral, pas eu de problème. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous en vrai. Il n'y a pas eu de point croissant. On n'a pas parlé des croissants ce matin. Ouais, j'en ai à en parler à l'occasion quand même. Je sais que vous aimez bien ça. N'hésitez pas à en parler autour de vous en vrai. À vos collègues, à vos connaissances, etc. Notamment dans le monde du dev. Entre nous, ça peut être l'occasion d'en discuter un peu et de faire que les gens découvrent ça. Je cherche pas la croissance à tout prix, mais c'est plus quand même, c'est plus marrant quand on est nombreux. Ça permet aussi d'échanger sur les sujets en faisant des discussions intéressantes. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Et puis évidemment, voilà, entre-temps, évidemment, n'hésitez pas à retrouver le replay. Et coucou si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou quelque chose. Mais voilà, Rocard qui parle du fait qu'il en a parlé autour de lui, mais donc de son chat. Parce que, voilà. Mais de manière générale, voilà, n'hésitez pas à en parler un peu autour de vous, à échanger et tout avec des gens qui pourraient être intéressés par ça. Parce que c'est aussi le bouche à oreille qui fait qu'on arrive à être plus nombreux le lundi matin. Sachant que ma seule émission principale, c'est le lundi matin. Le reste, c'est des trucs que je fais tranquillement. Mais voilà, plus on est nombreux, plus on rit et plus c'est fun. En espérant que ça crache pas, évidemment, lundi prochain. Voilà. Bon, bah, messieurs, dames, je crois qu'on est pas mal. Si vous avez... Ah oui, si vous avez des articles que vous trouvez intéressants durant la semaine, n'hésitez pas à les envoyer sur Twitter en faisant un petit ad signé et en m'envoyant un lien en disant Ah, ça peut t'intéresser pour lundi.dev. Toujours utile, vous pouvez m'envoyer un DM aussi, hein, toujours le bienvenu. Et puis sinon, de toute façon, on se retrouve lundi prochain. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao, ciao.